première session de l'après-midi, qui est une table ronde de pédopsychotraumatologie, on peut dire les choses comme ça, et animée par 4 pédopsychiatres. Il n'y en a pas beaucoup en France qui sont des pédopsychiatres qui s'intéressent plus spécifiquement au psychotrauma, donc vous en avez 4. Et c'est une table ronde qui est très importante pour nous. Je le disais ce matin, les conséquences des expositions traumatiques chez l'enfant, elles peuvent se manifester effectivement à la fois sous la forme de tableaux de troubles de stress post-traumatique ou de symptomatologie post-traumatique typique, avec bien sûr des nuances et des variations chez l'enfant en fonction de l'âge de l'enfant. Mais je dirais les répercussions les plus importantes pour nous en tant que pédopsychiatres, ce seront toutes les répercussions en termes de neurodéveloppement de l'enfant. Et historiquement, au niveau de la constitution des connaissances en psychotraumatologie, je le disais aussi ce matin, c'est vrai qu'on est parti d'une clinique adulte et d'une clinique qui a été développée par les psychiatres militaires, notamment après la guerre du Vietnam, ou alors dans les années 70-80 auprès des personnes qui travaillaient avec des femmes victimes de viol. Et finalement, c'est dans les années 80, avec Léonore Terre, que la clinique infantile a fait son apparition. La clinique infantile, elle est complexe. Elle est complexe pourquoi? Parce qu'elle dépend du moment du développement de l'enfant où il y a exposition traumatique. Et elle est complexe aussi parce qu'elle est fréquemment intriquée avec le fonctionnement familial et avec un certain nombre d'éléments importants du développement de l'enfant qui sont l'attachement. Et ceux qui s'intéressent un petit peu au psychotrauma, vous n'êtes pas sans savoir que la CIM 11 a reconnu le trouble de stress post-traumatique complexe et que là aussi, il y a des limites à ces diagnostics et que, par exemple, un certain nombre d'enfants maltraités ne répondent pas à ces catégories diagnostiques de troubles de stress post-traumatique complexe, avec aussi, en réponse à cela et à ces limites, des nouvelles entités diagnostiques qui émergent et qui sont discutées, comme actuellement le trauma développemental qui est présenté, en tous les cas, qui est proposé par Bessel van der Kolk. Donc, finalement, on manque de connaissances sur le psychotrauma de l'enfant et on manque de connaissances, finalement, développementales et d'éléments d'observation longitudinaux. Donc, dans cette table ronde, dans ce début d'après-midi, alors on a un petit peu fait travailler les mecs, puisque c'est Arnaud et Nicolas qui vont nous faire des présentations. Et puis avec Pauline, on sera discutante. Donc, le docteur Pauline Espy, qui est pédopsychiatre à l'hôpital pédiatrique à Lyon et qui travaille à la fois à l'UAPED et qui travaille aussi au sein de la filière trauma de l'enfant dans le service de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Le docteur Arnaud Fernandez, qui est pédopsychiatre au CHU de Nice et qui travaille au Centre expert du psychotraumatisme pédiatrique et qui intervient dans le programme 14-7, qui est donc un programme d'évaluation clinique, cognitive et familiale sur 15 ans, sur finalement toute cette cohorte d'enfants, de bébés et d'enfants qui ont été suivis après les attentats de Nice, où vous avez pris en charge 30 000 personnes, 400 blessés et suivi à peu près 900 enfants. Donc, je ne sais pas si vous réalisez, mais au niveau national, c'est la seule cohorte d'enfants psychotraumatisés au niveau national, au niveau européen et je crois même au niveau mondial. Donc, on attend vraiment ton exposé avec beaucoup d'impatience. Et puis, le deuxième exposé, ce sera le docteur Nicolas Gau, qui est PH au CHU de Lille, qui est responsable de la filière enfants et adolescents au Centre psychotrauma des Hauts-de-France et responsable des urgences pédopsychiatrique au CHU de Lille également, et qui va nous parler de toutes les recommandations de prise en charge du psychotrauma chez l'enfant et l'adolescent, et surtout qui va nous partager l'équipe, l'expérience clinique des prises en charge à Lille. Et je vous l'avais dit ce matin, c'est vrai que l'équipe de Lille, en termes de construction du psychotrauma et de tous les apports que vous avez pu amener ces dernières années, vous êtes vraiment les moteurs au niveau national. Donc, je suis ravie de pouvoir vous entendre tous les deux. Et donc, on te cède la parole, Arnaud.
Le progrès n'est pas toujours le progrès. Entre les trains et tous les soucis techniques, je crois qu'on ne peut faire confiance qu'en l'humain. Voilà. Et par contre, il n'y a pas l'image non plus. Pourtant, c'est une très belle image. La première image que nous propose Arnaud, ça va nous faire rêver un petit peu. C'est celui-là, oui. Ah. Super, merci beaucoup. Voilà, merci. Alors, merci beaucoup déjà, merci beaucoup Julie pour cette invitation. Je suis venu avec grand plaisir. Je suis tellement content d'être là que je vais même rester quelques jours de plus grâce à la grève. Et donc, je vais vraiment pouvoir profiter de Strasbourg que je découvre. Donc, je disais oui, je suis très content de cette invitation, du niveau aussi, de la qualité des discussions auxquelles j'ai pu assister jusqu'à présent. J'espère qu'on va pouvoir continuer à échanger, à discuter sur le sujet. Donc, écoutez, moi, je m'appelle Arnaud Fernandez, je suis pédopsychiatre, je suis pédiatre si personne n'est parfait, praticien hospitalier au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Nice, le service de Florence Askenazi. Donc, dans ce contexte, je vais décrire un petit peu l'expérience niçoise depuis la création du centre en 2017, 6 mois après l'attentat. Et évidemment, Nice, c'est pas que l'attentat du 14/7, donc on va essayer de discuter un peu des intrications, des traumas cumulatifs et des prises en charge de nos petits patients. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir se garder du temps après pour pouvoir discuter de tout ça. Donc je vous présente les choses telles qu'elles viennent. Moi, j'associe comme ça. La première chose, la première diapo, je n'ai pas voulu être provocateur en mettant ça. Si j'avais voulu être provocateur, j'aurais rappelé qu'il y a 130 jours de soleil par an sur Nice et que c'est la 4e ville de France, après Ajaccio, Toulon et Marseille. Et j'aurais dit aussi qu'on recrute du personnel dans toutes les branches. Voilà. Mais je ne dis pas ça. Donc, si je montre cette photo, c'est pour vous montrer la situation de l'hôpital pédiatrique que vous voyez là, l'hôpital bleu, les pieds dans l'eau. Et c'est pas anodin. Donc ça, c'est le côté sympa. Je peux même vous montrer la fenêtre de mon bureau. Mais ce qu'il faut quand même savoir et qui a un impact significatif sur le sujet dont on va discuter, c'est que la petite rue que vous voyez sur le côté ici, la rue de l'hôpital, vous voyez la souris, c'était la rue où était garé le camion Bélier, qui a démarré sa course folle à partir de l'hôpital Lamval sur environ 2 km. Et cette composante est importante puisque vous imaginez bien qu'en termes de réexposition et d'évitement, quand on a depuis la fenêtre du bureau de consultation la scène où s'est déroulé l'attentat pour les victimes, c'est très difficile. J'ai par chance perdu la vue mère maintenant, donc au moins on est prêt à tout pour le confort de nos patients. Et le bureau est de l'autre côté. Mais c'est quand même un événement non négligeable, la situation de l'hôpital au sein de cet attentat. Donc le contexte, c'est celui-là, c'est le contexte d'une attaque terroriste islamiste au camion Bélier, le 14 juillet 2016. C'est un événement qui a eu une couverture médiatique très importante. Sur une promenade des Anglais qui est vide là sur la photo, mais qui était bondée évidemment de 30 000 personnes. Alors on n'a pas pris en charge les 30 000, on a pris en charge 900, c'est déjà pas mal. Mais c'était effectivement une fête familiale avec cette particularité d'être un setting où il y avait beaucoup de poussettes, beaucoup de bébés, beaucoup d'enfants. Et cette valence-là, je pense, a renforcé un petit peu la dimension intentionnalité, la cruauté du geste. Et c'est une thématique qui revient régulièrement dans les discours de nos patients. Alors, 86 personnes sont mortes durant cet attentat, dont 15 enfants, le plus jeune étant âgé de 4 ans. Et ce qui est particulier aussi et qu'on a tendance à prendre en compte, alors que c'est très important, c'est que parmi les victimes, il y avait plus de 30 nationalités différentes ce jour-là. Et on a été amené à prendre en charge, nous, au moins 55 enfants et adolescents directement endeuillés, c'est-à-dire avec des apparentés de premier degré ou de second degré. Alors, on pourrait parler de la prise en charge initiale, de la CUMP de Nice, puis du Vaucluse, puis de Paris, puis d'autres qui sont venus nous prêter main forte les jours, semaines et mois qui ont suivi. C'est pas vraiment le sujet là. Bon, c'est évidemment la gestion d'un afflux massif de patients sur un site qui ne s'attendait pas à avoir un afflux massif de patients.
même si on sortait des préparatifs de l'Euro de football, pour ceux qui replacent un peu la période, on s'attendait peut-être à des choses difficiles au moment de l'Euro, mais finalement, c'est assez après que ça s'est produit. Et c'est resté un événement particulier puisque l'hôpital Enval, par sa situation, a vu arriver de manière non préparée, ce qui n'est pas l'habitude d'un hôpital. Le non préparé, c'est le SAMU. Nous, les patients arrivent conditionnés, donc de manière non préparée et massive, des patients de tous âges. Et sur un hôpital pédiatrique où on n'est pas habitué à recevoir des adultes. Donc ça a été particulier, c'est un sujet qui est d'intérêt, mais je ne l'élude pas, on pourra peut-être en discuter. Mais je me place volontairement 6 mois plus tard. La réponse que nous avons organisée dans les suites de cet événement, c'est la constitution d'un centre dédié. Donc un centre qui s'appelle le CE2P, vous voyez, qui a démarré quasiment 6 mois à peu près, c'est ça, en janvier 2017, et avec pour objectif, donc sur le site de l'hôpital pédiatrique, et avec pour objectif d'accueillir, de prendre en charge des enfants de 0 à 18 ans, puisqu'on a évidemment pris en charge aussi un certain nombre de patients qui étaient dans le ventre de leur mère, à peu près une dizaine au moment de l'attentat, et dont les mamans ont soit accouché prématurément après l'événement, soit accouché dans les suites, et des enfants qui, bien sûr, sont à considérer comme des victimes, même si c'est un petit peu compliqué parfois au niveau du cadre légal. Donc, dans ce centre, on prend en charge de l'évaluation initiale. Donc, il y a une grande place à l'évaluation standardisée. L'évaluation avec plusieurs regards, avec plusieurs disciplines différentes. Au moins toujours 2 personnes qui accueillent les patients. On essaie de s'y tenir. Ça peut être un médecin psychologue, ça peut être un médecin psychomotricien, ça peut être un médecin, un infirmier, entre autres binômes. Il y a beaucoup de combinaisons possibles. Et puis surtout, je vais essayer de plaider aujourd'hui pour la prise en charge sur le long terme, puisque je donne déjà une information, mais que je répéterai, c'est que 6 ans après l'attentat, on a toujours des consultations, des premières consultations pour enfants qui n'ont jamais été suivis et qui ont un impact significatif, c'est-à-dire avec des ruptures scolaires, avec des ruptures familiales, avec une psychopathologie active, non repérée, ou alors repérée, mais non traitée depuis lors. Donc la dimension long terme est très importante. Alors, bon, quelques chiffres un peu ingrats, mais c'est simplement pour discuter. On s'est posé la question, comme c'est une unité nouvelle, on essaie de regarder un peu derrière nous et de voir ce qu'on fait. Donc, on a regardé les 3 premières années du centre, donc du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, donc sur 3 années consécutives, pour voir un petit peu. Et là, vous voyez, alors, ce n'est pas le nombre de consultations qui sont ici 2017, 2018, 2019, c'est le nombre de patients. Puisque les consultations, ça fait à peu près 7000 pour le 14-7. L'information qui est intéressante, c'est que vous voyez que le nombre de nouveaux patients inclus est croissant avec les années. Ça s'est un petit peu calmé, bien entendu. Maintenant, ça représente moins de 50% de la file active. Et puis, bien sûr, ce qui a été exponentiel, c'est qu'on s'est ouvert aux autres types de psychotraumatismes hors collectif. J'en parlerai tout à l'heure, avec notamment les victimes de la tempête Alex, qui est une catastrophe naturelle importante qui a impacté l'arrière-pays niçois. Mais aussi les traumatismes individuels, et puis de plus en plus les traumatismes complexes, évidemment. Alors, sur notre population, qui est une population clinique, ce n'est pas une population générale, on ne peut pas extrapoler, mais vous voyez que c'est des gens, des enfants qui sont extrêmement impactés, puisque 71% d'entre eux, de ceux qu'on prend en charge, avec le biais évidemment du recrutement d'un centre de cette nature, 71% d'entre eux présentent un trouble de stress post-traumatique caractérisé. Alors, on prend aussi en charge des patients qui n'ont pas un TSPT, mais qui ont été victimes et exposés, qui ont une exposition traumatique et qui présentent d'autres types de troubles. Vous voyez, c'est un peu plus minoritaire. Par contre, en termes de comorbidité, on voit que les troubles du sommeil sont très importants, les troubles anxieux également, et les atteintes neurodéveloppementales aussi. Ce qui nous fait dire finalement que quand on regarde un peu les gens qu'on soigne, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est une pathologie chronique. Le TSPT, ça on le sait, sévère, mais également comorbide. Et ça rend particulièrement compte du défi des prises en charge. Alors, de manière quasi synchrone au démarrage de l'unité, aux prises en charge cliniques, dont on pourra discuter, c'est-à-dire la nature des interventions que nous effectuons, on a mis en place un programme qui s'appelle le programme 14-7. Et ce programme, ayant démarré quasiment avec le début de l'unité, fait qu'on a un tressage, un maillage entre la recherche et la clinique qui a fait disparaître ces frontières-là, en tout cas dans cette discipline. Moi, j'ai d'autres casquettes dans lesquelles la recherche peut confronter des fois la clinique, et il y a certains enjeux d'arriver à marier tout ça. Là, ce qu'on peut noter dans ce centre, c'est qu'il y a une disparition complète des frontières entre la recherche et la clinique, et que finalement, le programme 14-7, pour les victimes, c'est assez évident, et on a un taux de refus de participation, parce qu'évidemment, il y a consentement éclairé,
et un taux de perdu de vue qui est extrêmement faible et qui s'explique, je pense, par plusieurs aspects dont on va discuter un peu plus tard. Alors, simplement pour décrire les grandes lignes de ce programme, le programme 14-7, donc c'est une évaluation clinique pédopsychiatrique, psychologique, une évaluation cognitive au sens neuropsychologique du terme, et une évaluation parentale. Alors, anxiété parentale, sentiment de satisfaction en parentalité, comorbidité parentale, troubles psychiatriques parentaux, etc. Ce qui nous permet finalement de faire une étude épidémiologique, parce que c'est ça le sujet, hein, on ne teste pas l'efficacité des thérapies, c'est vraiment de l'épidémiologie. C'est prospectif, un longitudinal sur 15 ans. Donc, ça a commencé, je vais vous montrer la diapo d'après les premiers résultats là, sur l'évaluation à 2 ans. Donc, un premier rendez-vous initial, un rendez-vous à 2 ans et puis des rendez-vous tous les 5 ans. Le rendez-vous officiel recherche, hein, puisqu'évidemment, il y a les soins en parallèle et ça, c'est au cas par cas. Et avec l'idée d'aller rechercher qu'est-ce qui pourrait, dans l'écosystème et l'environnement de l'enfant, y compris sa famille, moduler un petit peu le risque de développer un TSPT dans le cadre d'un attentat terroriste impactant un enfant, hein, avec cette limite-là, bien entendu. Donc, on a inclus à l'heure actuelle 714 sujets, dont 409 enfants, qui participent pleinement et qui ont été totalement évalués. Donc, vous voyez la répartition, hein, une centaine à moins de 7 ans, on en a 200 entre 7 et 12, 87 de 13 à 17 et 20 majeurs. Alors, les premiers résultats qu'on vient de publier dans le JAMA Open à 2 ans nous montrent quelque chose d'intéressant et qui n'est pas si intuitif. C'est que alors, le taux de troubles de stress post-traumatique est important. Encore une fois, pas extrapolable à la population générale. Hein. On ne peut pas dire que 62% des enfants exposés à un attentat terroriste développeront un TSPT, puisque c'est la population qu'on suit, donc il y a un biais. Néanmoins, vous voyez quand même une information importante, c'est que ce risque de présenter un trouble de stress post-traumatique n'est pas modulé par l'âge et n'est pas modulé par le sexe. Alors, dans la littérature et dans d'autres types d'expositions traumatiques, on a tendance à dire que les filles seraient un peu plus vulnérables. On s'aperçoit que là, c'est un élément qui ne ressort pas du tout et qu'on pourra discuter d'ailleurs, et l'âge non plus. Alors, si on sait bien que les patterns d'expression, l'expression symptomatique d'un TSPT ne sera pas la même à 1 an, à 3 ans, à 12 ans et à 17 ans, ça, on est tous d'accord sur la différence d'expression. Mais ce qui ressort assez nettement chez nous de manière significative, c'est que le risque de développer un TSPT est le même quel que soit l'âge de l'enfant. Et je pense que tout le monde est convaincu de ça, mais c'était intéressant de le montrer sur une cohorte de cette taille, puisque c'est une donnée qui maintenant, en plus étant publiée, permet quand même d'apporter un peu d'eau au moulin. Et dans les suites des grandes découvertes en pédiatrie, comme l'enfant peut avoir mal même quand il est nouveau-né, l'enfant peut être traumatisé, psychotraumatisé, même quand il a été exposé in utero à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Donc, bien entendu, vous voyez que c'est quand même l'anxiété qui ressort comme présent dans 80% des cas, hein, comme le trouble majoritaire. Un petit peu plus de troubles de l'humeur chez les adolescents que chez les plus jeunes, et un petit peu plus de troubles du contrôle des impulsions, de manifestations de type opposition, comorbide ou non d'un TDAH, plutôt chez les plus petits. Alors, un contexte local exceptionnel, ce n'est pas le mot exceptionnel, j'aurais peut-être mis singulier, il faudrait que je change. Ce dont je voulais discuter, c'est qu'on a eu l'attentat, bien sûr, hein, du 14 juillet 2016 avec la création du centre, mais bon, la vie a continué, la nature aussi, et la ville a été exposée, en tout cas l'arrière-pays, mais ce qui a beaucoup impacté la ville, à une tempête, le Alex Storm, hein, une catastrophe qui est allée jusqu'à l'Italie, et qui a entraîné un chaos quand même assez significatif. On a vu des immeubles descendre des rivières, enfin des choses assez incroyables, dans plusieurs vallées niçoises, entraînant des destructions, ravageant des infrastructures, bloquant des routes, enfin des choses de cet ordre-là. Et on était déjà là, le centre, donc il fallait quand même avoir une réponse aussi rapide. Et on a pris en charge en CUMP, puisqu'on est jumelé à la CUMP, hein, 116 enfants dans les 3 premiers jours qui ont été évacués en hélicoptère sur l'aéroport international de Nice. Et bon, c'est des résultats qui ont été publiés là, mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir qu'on les suit 2 ans, on est en train de les réévaluer à 2 ans. Et là encore, on est étonné du faible nombre de perdus de vue. C'est-à-dire que des enfants qui ont été vus initialement, quand on est allé vers eux dans des événements comme ça, finalement, on a une adhésion au protocole de recherche qui est importante et les gens sont tous agréablement surpris d'être rappelés. Alors, certains sont encore en soins, mais certains sont simplement rappelés dans le cadre d'une veille sanitaire pour la recherche et ils répondent assez favorablement. Alors, j'ai les résultats à 2 ans.
on est en train de les écrire, là, donc je ne peux pas vous les dire, je les dirai quand vous me réinviterez dans 1 an ou 2. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc à Nice, si vous voulez, il y a 2 artères principales. Il y a la promenade des Anglais, bien sûr, mythique, hein, et puis il y a aussi l'avenue Jean Médecin. Et dans l'avenue Jean Médecin, il y a une basilique, la basilique Notre-Dame, qui a été aussi le siège d'un attentat islamiste le 29 octobre 2020 et qui a été l'occasion d'une réactivation traumatique absolument majeure pour un bon nombre de nos patients. Alors, on a pris en charge des nouveaux patients. Hein. Moi, j'ai pris par exemple en charge un enfant de 3 ans qui avait été témoin visuel de la scène. Enfin, il était dans les bras de la nounou, il n'a rien vu. Voilà. Mais il a régressé, il a présenté une agitation psychomotrice qui n'était pas existante auparavant, il a perdu le contrôle de ses sphincters, enfin voilà, il a été impacté. Mais c'est surtout la masse critique de nos patients qui commençaient à aller mieux, pour certains, avec des oscillations, on va dire, mais qui se sont retrouvés extrêmement réexposés par cet événement, et ça a vraiment semé l'effroi, hein, donc de manière significative pour qu'on puisse en parler. Alors bien sûr, la pandémie, ce n'est pas une spécificité niçoise, hein, la pandémie par définition, ça a été mondial, mais je voulais insister sur un contenu de discours de patients pour illustrer qui me semble significatif. J'ai ce discours qui est revenu assez régulièrement, ça m'a surpris. C'était de dire que la promenade était déserte comme dans les jours qui ont suivi l'attentat. Voilà, c'était de retrouver ce sentiment de désertification, de vide, et les gens ont de suite associé. Alors, je n'ouvrirai pas la polémique de savoir si la pandémie est un trauma. Les événements difficiles vécus pendant la pandémie, bien sûr, peuvent avoir une nature traumatique. Après, les stresseurs, les traumas, voilà. Je ne rentre pas dans le débat. Simplement, la pandémie, à Nice en tout cas, a été fortement associée avec des rappels très forts dans le discours des patients aux attentats du 14/7. Et puis, plus récemment, donc le 15 décembre, s'est tenu le procès. Alors, le procès s'est tenu à Paris, mais ceux qui étaient sur Nice et qui ne souhaitaient pas monter avaient la possibilité d'avoir un podcast pour pouvoir être branchés du matin au soir sur le procès. Hein, c'était un podcast audio, sans vidéo. Et il y avait aussi une retranscription à Acropolis, une grande salle sur Nice. Donc, on peut dire que le site s'est aussi tenu sur Nice. Et finalement, la temporalité du procès, donc le temps judiciaire, hein, 6 ans plus tard, est quelque chose auquel on a été confronté. Alors, on réfléchissait dans l'équipe, on s'est dit comment ça va se passer le procès, comment on peut percevoir les choses. On n'a pas réfléchi tout seul, hein, on a réfléchi avec l'association Montjoie, on a réfléchi, voilà, on s'est posé quand même autour de la table, et on s'est dit on va regarder un peu les données de la littérature et voir quel est le risque de réactivation traumatique pendant un procès d'un événement terroriste. Et en fait, la littérature est très maigre sur ce sujet, il n'y a pas grand-chose. Et je discutais avec le professeur Grete Dib, qui j'étais à l'ISTSS fin d'année dernière, et elle me racontait que pour Utoya, le massacre d'Utoya, le procès s'est tenu 1 an plus tard. Lise, tu me dis si je dis des bêtises, mais c'est à peu près ça, 1 an et demi plus tard. Le procès d'Utoya, c'était... Ouais, donc moi, j'étais absolument stupéfait de cette temporalité qui est fort différente, à laquelle je ne m'attendais pas. Et toute la discussion, c'était les enjeux, hein, parce qu'on sait la notion de temps, en psychiatrie en général, mais dans le trauma en particulier, est fondamentale. Et on s'est posé la question de comment intégrer ça dans notre pratique. Et comme on ne savait pas trop quoi faire, on a fait ce qu'on fait d'habitude. On a monté des études ancillaires. Et on est en train actuellement, de manière extrêmement active, d'étudier l'impact du procès. Alors, l'impact, il a été majeur. On a été débordé. On n'a pas pu recevoir tout le monde en individuel. On a dû monter des groupes. Enfin, voilà, l'impact, il a été palpable, si vous voulez. Mais pour essayer de le comprendre un petit peu mieux, on a mis en parallèle 3 études. Là encore, je présenterai les résultats dans quelques années. On est allé étudier le sommeil avec des montres connectées pour voir un petit peu si les perturbations du sommeil étaient précurseurs de réactivation traumatique. On a étudié les fonctions cognitives des enfants, en particulier les altérations cognitives spécifiques au trauma, hein, bien entendu. Et nous, on est toujours sur les parents, là, on les fait beaucoup travailler. On a fait passer aussi beaucoup d'échelles aux parents pour voir un petit peu si là encore, un parent satisfait dans sa parentalité, un parent pas anxieux, un parent avec une bonne assise, permettait de moduler, ça on le sait, mais dans quelle mesure permettait de moduler l'impact du procès sur le risque de réactivation traumatique pour les patients anciennement psychotraumatisés par l'attentat du 14/7. Hein. Voilà. C'est ça l'enjeu. Donc on est en train de faire ça là, actuellement, là encore avec une audience extrêmement satisfaisante et un engouement très significatif. Alors, finalement, ce
ce dont je voulais discuter, parce que nous, on conçoit les choses de manière très tressée. Hein. Je crois que j'ai mis une tresse en photo, bon, c'est imagé, mais où vraiment la recherche et la clinique sont fusionnées, et on voit vraiment la recherche comme un outil thérapeutique. Alors, c'est un peu fort ce que je dis, mais je le pense parce que les choses qui nous ont été montrées, c'est qu'on est dans une espèce de cercle vertueux où tous les professionnels, y compris les plus réfractaires, on a des collègues qui avaient des orientations diverses et variées et qui voyaient la recherche comme quelque chose d'invasif, qui associaient des mots comme cobaye, comme voilà. Et finalement, même ceux-là, les plus durs d'entre eux, ont fini par se ranger derrière l'idée que ça les aidait à amener de la compréhension, à amener le fait d'être convaincu des outils qu'ils proposaient, et finalement que ça les aidait à personnaliser les soins et que ça représentait un levier de psychoéducation très important. De plus, quand on implique les parents, et je crois qu'en pédiatrie, en pédopsychiatrie, c'est très important, ben on a cette espèce d'effet de guidance, même en l'absence de protocole particulier. Et finalement, on s'est aperçu que pour 2 prises en charge, une avec la recherche du programme 14-7 et une sans, ben, l'alliance thérapeutique était plus importante pour les patients qui bénéficiaient du protocole. Et alors, quelque chose là aussi, je ne veux pas ouvrir de polémique, mais on s'est rendu compte aussi de la notion de réappartenance à un groupe. Je participe à la recherche 14-7 pour moi, mais aussi mes données vont participer à la science en général, enfin, c'est un grand mot, mais au collectif. Et finalement, je me réhumanise, je me remets dans la collectivité, je reparticipe à un événement collectif, mais pas traumatique, pas effroyable et plutôt positif. Voilà, je mets des guillemets parce qu'évidemment, ça, c'est mon optimisme, mon enthousiasme. Il faut discuter de tout ça et le pondérer un peu. Mais c'est vraiment le ressenti que nous avons et je voulais partager ça avec vous. Alors, une fois qu'on a dit ça, nous, j'ai mis recommandations, ce n'est pas des recommandations, c'est des points de discussion. Bien entendu, on a pu expérimenter notre dispositif avec la tempête Alex. On se rend compte que ce type de centre, il doit pouvoir prendre en charge immédiatement, et c'est cette notion-là qui est quand même un grand nombre d'enfants. Et ce n'est pas intuitif et ce n'est pas facile à mettre en œuvre en même temps, pouvoir assurer derrière le suivi sur un temps suffisant. On ne peut pas le penser, enfin nous en tout cas on plaide pour ça, on ne peut pas le penser comme dans certains pays où vous avez un hub le temps de la faire et puis après ça se démantèle et ça va ailleurs. On a le sentiment que ça doit rester sur du long terme et avant de venir, j'ai encore eu des nouvelles demandes la semaine dernière de primo-consultation pour une exposition d'un enfant à l'attentat. Donc nous, on plaide aussi pour des consultations pédiatriques spécialisées avec des professionnels formés aux prises en charge pédiatriques. On a par exemple, nous on teste là actuellement avec une thésarde en psycho le MDR chez les 3 à 6 ans. C'est des choses qui peuvent être tout à fait... Alors c'est du tapping, c'est des choses, voilà, mais c'est tout à fait intéressant d'avoir des outils dédiés, quel que soit l'âge des enfants. Pouvoir intervenir précocement, alors c'est pas au sens immédiat, précocement c'est au sens histoire naturelle de la maladie, parce que prendre en charge immédiatement, on a un certain nombre de patients qui, une fois pris en charge immédiatement, n'ont pas besoin de nous. Donc ça, évidemment, par contre, quand un TSPT va se déclarer, il y a des signes un peu précurseurs, prodromiques, et là, il faut pouvoir avoir des interventions précoces. Et là, alors c'est des missions qui se jumellent avec celles du CRP chez nous. La communication spécifique est ciblée pour sensibiliser donc toute la population à ces ressources avec un C, c'est-à-dire les nôtres, celles des centres experts, mais aussi la population a ses propres ressources, puisqu'on sait ô combien les ressources et les outils de la communauté sont aussi importants que ce qu'on peut proposer sur le plan médical. Et enfin, on promeut vraiment des protocoles de recherche clinique. Alors, pas forcément de faire du fondamental, c'est bien le fondamental, hein, pourquoi pas, si on peut le faire, mais simplement des protocoles de recherche clinique pas trop hors sol, pratico-pratiques, avec des échelles simples et validées, pour pouvoir permettre d'offrir, d'avoir une offre de soins d'un côté, mais une offre de recherche aussi. Et finalement, quand on le propose en étant convaincu, les gens s'en saisissent assez volontiers. Peut-être d'autant plus volontiers qu'on n'est pas sur une recherche en médicaments, ce qui facilite un petit peu aussi quand même. On est sur une recherche en compréhension des mécanismes et en diagnostic, mais enfin avec une acceptabilité qui en tout cas est absolument satisfaisante et que je voulais témoigner. Donc, je finis par vous remercier à nouveau et pour vous rappeler l'information la plus importante de cette présentation, c'est qu'il y a 130 jours de soleil par an sur Nice. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, c'était tout à fait passionnant. Alors, moi j'ai eu la chance de pouvoir venir vous voir à Nice pour les 5 ans du 14 juillet. Voilà, enfin, j'avais perçu une émotion très forte dans la ville. Enfin, je trouvais ça marquant de voir de quelle manière il restait quand même quelque chose à la fois de l'hésitation à pouvoir faire la fête et en même temps le besoin de pouvoir faire la fête quand même, enfin, ce jour-là.
Voilà, j'avais envie de te poser la question sur la différenciation peut-être entre deuil et trauma. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été opérant dans votre manière de pouvoir rencontrer les patients, parce que j'imagine que ces deux aspects-là doivent être très confondus dans la clinique des enfants et des familles que vous rencontriez. Oui, c'est quelque chose sur lequel on est particulièrement attentif. Je dirais qu'il y a 3 niveaux. Le deuil traditionnel, si on peut dire ça comme ça, le deuil pathologique et les intrications avec le trauma. C'est particulier quand on travaille avec les enfants endeuillés dans ce type d'événement. Pour moi, c'est deux dimensions indissociables, deuil et trauma. On est sur des deuils, on dit souvent des deuils impossibles, des deuils extrêmement compliqués. Un deuil, quand il y a une intentionnalité qui a donné la mort, c'est très particulier. On a tendance à pas avoir la même attitude que celle qu'on a habituellement face au deuil dans les unités de trauma, où on est très prudent sur tout ce qui se joue dans la famille, surtout sur les choses sur lesquelles on ne doit pas être invasif. On essaie de beaucoup se contenir, de beaucoup mettre de sens sur la nature de nos interventions. Là, je dirais qu'on n'a pas beaucoup vu cette frontière et on a essentiellement pris en charge des deuils traumatiques pour lesquels ça ne faisait pas discussion. Enfin, pour nous, voilà, ça a été très peu... on a eu très peu de situations de deuil qui n'avaient pas une dimension traumatique majeure pour cet événement. Est-ce que dans la cohorte des enfants que vous aviez à la fois des enfants qui avaient été exposés indirect, qui avaient été témoins en tout cas de l'attentat, et des enfants qui avaient perdu des proches? Tout à fait, des enfants qui ont été impactés à différents niveaux, donc des expositions directes, des expositions physiques, des deuils, des pertes d'un père et d'un frère, des pertes, voilà, donc des choses extrêmement difficiles. Et puis des expositions très indirectes, et puis y compris des expositions, des ce qui a parfois fait exposition, c'est le fait de ne pas y avoir été, alors qu'on aurait dû y être, et avec des enfants qui ont développé des symptomatologies d'allure traumatique. Des expositions médiatiques, des expositions... Voilà, ça, c'est aussi un sujet intéressant, c'est toute la question de l'exposition et de ce qui fait événement traumatique quand on est dans un système aussi clos, borné par la mer d'un côté et par les palmiers de l'autre. Ça s'est passé dans un endroit... Et c'est un lieu, la promenade des Anglais, qui est un lieu hautement symbolique de la ville de Nice, où à la fois les Niçois étaient là, et puis à la fois on avait plus de 30 nationalités différentes dans les victimes. Donc tout ça fait que ça nous a fait beaucoup réfléchir sur la nature d'une exposition. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions, si vous en avez pour Arnaud. Il y a une question au fond, là-bas, d'Isabelle Frey, qui est psychologue dans le service de pédopsychiatrie. S'il y a un micro. Avait triplé entre 2017 et 2019. Est-ce que c'est par un effet de visibilité? Et voilà, j'ai une deuxième question. Les chiffres publiés, mais on est à 1500. Je pense que c'est un effet d'optique par appel d'air. C'est l'offre ayant augmenté. Je pense que c'est ça. Alors après, il y a une autre hypothèse aussi, c'est que on n'aime pas trop penser les choses comme ça, mais sur Nice, on a l'impression quand même qu'on a un setting avec des expositions cumulatives. On sait qu'à Nice, on est le premier département français des violences faites aux femmes. On sait qu'à Nice, il y a aussi des problématiques de radicalisation, alors qui est nationale, mais qui fait partie quand même des hauts lieux de la radicalisation. On essaie de se dire que ce n'est pas le nombre de traumas qui augmente, mais c'est de se dire que c'est stable et que l'offre a augmenté. Mais la discussion est ouverte. Et l'autre question, vous avez annoncé, vous parliez aussi de l'accompagnement parental, c'est ça? Et donc, il y a aussi un programme spécifique pour accompagner les parents, ou c'était pour évaluer le trauma que les parents ont pu avoir? Alors, tout à fait. On est sans cesse en train de penser que notre accompagnement pour les parents est pas suffisant. Enfin, en tout cas, on perçoit les limites. La première limite qu'on perçoit, c'est clairement que les parents qui vont très mal, on est inefficace ou modérément efficace dans les soins qu'on apporte à l'enfant. Et donc, c'est l'occasion, bien sûr, de collaboration avec la psychiatrie adulte et le CRP adulte en dehors des situations de transition, des grands ados qui deviennent adultes. Ça, c'est un cas particulier, mais c'est vraiment d'essayer de collaborer. Mais c'est pas si simple. Alors, on travaille bien avec nos collègues adultes, mais pour cette indication-là, c'est pas si simple.
Et on fait de la guidance parentale, je dirais, et les parents sont inclus dans le protocole de recherche, donc on a quand même une évaluation objective de leur état. On a un groupe de parents aussi mensuel, de manière que je peux citer comme ça, mais on a clairement, à mon sens, une marge d'amélioration pour mettre en place des programmes spécifiques concernant les parents. C'est un chantier, en tout cas, qui est en cours chez nous. Est-ce qu'il y a encore une question au fond? Bonjour, désolé, c'est la deuxième fois que je prends la parole, je monopolise, mais en fait, je suis avec mes collègues et on travaille dans une association d'accès au droit pour les mineurs où on accompagne très souvent des jeunes dans le cadre de procès qui les concernent. Et vous avez parlé de la reviviscence, enfin, de la réjouissance du traumatisme lié au procès qui est survenu il y a peu. Est-ce que parmi les jeunes que vous avez accompagnés, certains étaient présents à l'audience? Parce que pour nous, c'est un enjeu quand même assez important. Certains jeunes vont aux audiences qui les concernent. Et si oui, quel regard vous avez, même si a priori, c'était très récent, donc je pense que vous n'avez pas forcément un recul très important, mais quel regard vous avez justement sur cette question de la présence ou non des enfants victimes durant ces fameuses audiences pénales? C'est la question piège absolue que j'espérais qu'on ne me poserait pas. Et mais je pense qu'il faut qu'on tende vers borner un petit peu ça, essayer de voilà. Certains se positionnent en disant que c'est une décision familiale. Nous, je vous donne un exemple. On avait des enfants qui, jusqu'à la veille du procès, témoignaient pas. Donc, avec tout ce qu'on peut imaginer de difficultés à gérer l'incertitude, et même pour nous, les professionnels, alors que ce soit les assos d'aide aux victimes ou les professionnels de santé, on était tous bien en difficulté dans un contexte aussi mouvant pour essayer d'accompagner la pensée vers, voilà, quand on ne savait pas ce qui allait se dérouler. On a bien entendu été confronté à un certain nombre de personnes, alors familles, amis des familles, parfois avocats, qui nous demandaient de se prononcer sur plutôt une impossibilité de témoigner plutôt que sur la possibilité d'y aller. Je crois que si on a, nous, fait le choix d'étudier de très près ces questions-là, de refaire le tour de la littérature, de prendre avis et de mettre en place ces protocoles de recherche sur l'impact du procès, c'est parce que c'est une question qui est difficile. De manière très artisanale, ce que j'ai observé, c'est que quand même, effectivement, les enfants qui plus de l'exposition au procès étaient directs, étaient soutenus en termes de quantité. Voilà, il me semble que l'impact était important, mais c'est complètement une observation au doigt mouillé. Hein. Je n'ai pas du tout de données concernant cet aspect des choses, mais qui est un sujet de préoccupation. Donc je peux pas, je m'en suis tiré comme j'ai pu, mais je ne peux pas vous répondre mieux. Merci Arnaud. Et on voit déjà des premiers résultats qui contredisent la littérature sur la question du genre. Effectivement, ceux qui travaillent en psychotraumatologie, on apprend que le taux de prévalence est le double chez les femmes par rapport aux hommes. Là, on a un exemple d'un événement traumatique de masse avec une exposition unique qui est la même. Et on se rend compte que finalement, le taux de prévalence est la même chez les garçons et chez les filles. Et l'autre résultat extrêmement important, c'est effectivement, finalement, une sévérité de la symptomatologie similaire en fonction des âges d'exposition, alors que pour ceux qui connaissent la littérature, jusqu'à présent, il y avait un certain nombre de travaux qui disaient que plus l'exposition était précoce, plus les conséquences les symptômes étaient sévères, bien sûr avec des conséquences différentes, bien sûr avec un certain nombre de biais, mais on voit déjà ces premiers résultats qui nuancent ou qui complètent ou qui contredisent les travaux de la littérature actuelle. Donc, merci beaucoup. Et puis, un élément aussi important, tu parlais des faibles perdus de vue. Et effectivement, il y a la question de la dimension collective. Est-ce que ça a pu signifier pour vous, niçois, cet attentat? Pendant qu'on t'écoutait, je disais à Nicolas que ça me touchait beaucoup ce que tu disais. Avec Nicolas, on est juste intervenu un tout petit peu, alors on n'imagine même pas pour vous, donc il y a cette dimension collective. Mais je dirais plus globalement sur le trauma. Hier, il y avait la journée France Victimes et une des victimes que j'avais pu débriefer au moment des attentats de Strasbourg est venue me parler. C'est la deuxième fois déjà qu'on se revoit. C'était une victime adulte, donc je ne l'ai pas suivie, mais j'ai bien perçu la manière dont j'ai été
englobés, je dirais peut-être positivement dans cet événement traumatique. Et hier, cette dame me disait, vous savez, on s'est vu tel jour, je n'oublierai jamais ce moment où… et j'ai entendu que j'étais marquée dans sa mémoire. Et je crois qu'effectivement, ces populations-là, pour lesquelles les cellules d'urgence médico-psychologique et les professionnels des cellules d'urgence médico-psychologique les ont accueillis dans un moment de déshumanisation, de désorganisation psychique, c'est quelque chose qui marque et qui marque positivement, et ça se traduit ensuite effectivement par une alliance thérapeutique, par une volonté peut-être à participer aussi au programme de recherche. Et je trouve que vous incarnez à Nice quelque chose d'une beauté incroyable entre la recherche et la clinique, et d'un équilibre qui est vraiment très, très beau. Donc, merci Arnaud, vraiment merci d'être venu. Et puis, on donne la parole à Nicolas. Nicolas, qui va nous parler des prises en charge du psychotrauma chez l'enfant. Et on est ravis de t'entendre parce que je le disais tout à l'heure, Lille est une ville vraiment très importante et c'est le moteur français un petit peu du psychotraumatisme. Donc voilà, Nicolas, on t'écoute. Merci beaucoup, merci Julie, merci Amaury pour votre invitation aujourd'hui. Je trouve en tout cas cette journée vraiment passionnante et c'est très agréable. Alors moi je suis très content aussi parce que du coup j'ai rencontré Arnaud aujourd'hui en venant ici. Donc ce qui est cool aussi avec ce genre de journée, c'est que ça permet d'augmenter un peu les réseaux et de bosser avec d'autres villes, donc, et de faire évoluer un peu la pédopsychotraumatologie. Donc ça c'est plutôt très chouette. J'ai regardé du coup moi sur internet pendant qu'il parlait du coup combien on avait de jours dans l'ensoleillement sur l'île. Ils m'ont dit qu'il y avait 80 jours de brume déjà. Après j'ai vraiment fouillé, j'ai trouvé qu'on était à 70 jours, enfin en vrai 67. Donc voilà. Donc du coup j'ai pas mis de photo de l'île. J'ai préféré vous mettre la carte des Hauts-de-France juste pour situer un petit peu rapidement voilà nos différents sites. Alors sachant que le site de Lille est le site le plus pourvu. Moi je travaille sur l'île et on a des antennes en fait qui sont des anciennes consultations psychotrauma qui continuent à fonctionner, qui essayent d'avoir des moyens pour pouvoir travailler correctement et être un petit peu plus nombreux. Voilà, donc moi je vais vous parler aujourd'hui à la fois de comment on travaille sur l'île. Donc vous allez voir que c'est un peu réducteur ce que je vais vous dire probablement et qu'il y a plein d'autres choses à dire. Ce qui est important de se dire, c'est que voilà, nous on souhaite à Lille, comme dans d'autres villes comme les nôtres en tout cas, travailler de façon très intégrative auprès des patients, de ne pas être limitant en termes d'indication, en termes de durée de prise en charge, en termes de type de trauma. Ça, c'est un peu le message quand même, le truc un petit peu pour lequel on milite, c'est de se dire on peut prendre en charge effectivement tout type de trauma, mais qu'il faut savoir les prendre en charge correctement avec les outils adaptés et la temporalité adaptée. Donc voilà, je vais essayer de vous donner quelques aspects de comment on fait nous sur l'île, en vous parlant aussi des recommandations concernant la prise en charge du trauma chez les enfants. Ça, c'est un schéma un petit peu lourd pour vous dire qu'effectivement, on a beaucoup de portes d'entrée sur le centre régional psychotrauma et qu'on a une procédure de traitement des demandes qui passe à la fois par les secrétaires, mais qui passe aussi par un binôme infirmier interne qui vont évaluer des fois en présentiel les situations pour voir si c'est indiqué qu'on les reçoive, s'il y a besoin d'une autre orientation ou d'avoir un petit peu plus d'informations. Voilà. Sachant que nous, sur le CRP, on fait aussi des activités spécifiques de débriefing. Je l'ai noté parce qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est assuré par les CUMP. Nous, en l'occurrence, c'est assuré par les CUMP parfois, mais c'est aussi assuré sur le CRP. L'idée de base, c'est quand même de se dire que cliniquement, nous, ce qu'on va pouvoir mettre en place, c'est un peu réducteur quand je vous dis ça, on ne fait pas que ça, mais c'est de pouvoir mettre en place des thérapies centrées sur le trauma, puisque c'est des thérapies qui sont recommandées pour ce qui est de la prise en charge du TSPT. On ne fait pas que ça, on ne fait pas que de la thérapie centrée sur le trauma, on met en place d'autres choses, d'autres outils qui peuvent être utiles effectivement pour qu'à un moment donné, les thérapies centrées sur le trauma, c'est-à-dire de venir vraiment attaquer le noyau traumatique, le TSPT, puissent être possibles. Et je vous en parlerai au moment des recommandations. On a la chance à Lille de pouvoir travailler très étroitement avec les psychiatres d'adultes, enfin psychiatres, psychologues d'adultes. On a le même CRP, on a ma collègue responsable de la filière adulte, on a le même bureau. Donc voilà, on travaille beaucoup ensemble et on essaye de faire des prises en charge conjointes au maximum. Voilà. Mais il y a quand même effectivement des particularités dans la prise en charge des jeunes qui sont liées à plein de choses que je n'ai pas vraiment le temps de détailler ici, mais qui sont liées à la fois principalement
effectivement des spécificités cliniques et puis aussi il y a des notions de développement qui vont rentrer en ligne de compte et qui vont faire que mais il va falloir adapter nos prises en charge. On ne peut pas faire exactement comme on ferait avec les adultes. Et donc, du coup, on a essayé, nous, de réfléchir un petit peu ça et de structurer un petit peu nos consultations pour qu'elles aient du sens sur la prise en charge en utilisant un certain nombre de principes qui sont pour nous absolument indispensables, qui sont… alors moi, je pose toujours ces 3 principes-là. Il y en a d'autres, mais le principe de sécurité préalable de l'enfant, pour nous, c'est primordial. C'est qu'on ne va pas pouvoir travailler sur le trauma, donc vraiment sur le trauma, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir dégommer un TSPT, dégommer un trauma si on a un enfant qui n'est pas en sécurité. Le principe de séparation générationnelle, c'est aussi l'idée de se dire que par moment, il va falloir effectivement pouvoir travailler avec l'enfant seul. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il va falloir aussi travailler avec la famille. Ça, on le redira après, mais dans les recommandations, il est indispensable de pouvoir travailler avec la famille. Et c'est le 3e principe qui est le principe d'exposition systémique, c'est-à-dire que lorsque les enfants ont été confrontés à un trauma ou plusieurs traumas, il va être indispensable de pouvoir travailler avec les parents, enfin les figures d'attachement, les personnes qui s'en occupent, la question de pouvoir entendre ce que l'enfant a vécu et de pouvoir donc exposer aussi les parents au vécu de l'enfant, pas au trauma, hein, mais pas ce qui s'est passé. On ne va pas reproduire le trauma et puis dire aux parents, tenez, on va vous refaire vivre le trauma, mais de pouvoir entendre ce que l'enfant a vécu pour pouvoir être effectivement un bon facteur de protection, si cela est possible, effectivement, en termes de selon les figures d'attachement. C'est évident que si vous êtes dans des histoires de violence intrafamiliale, ça va être un petit peu plus compliqué de pouvoir faire en sorte que les parents deviennent des figures sécures pour l'enfant. Donc l'évaluation, je vais parler un petit peu de l'évaluation puis de la prise en charge. La façon dont nous, on fonctionne effectivement sur l'île, il y a 2 choses. Il y a l'évaluation déjà lors des nouvelles demandes. Et donc du coup, c'est des évaluations évidemment cliniques par un interne et un infirmier qui sont spécialisés en psychotrauma. On a un interne de psy adulte, un interne de pédo et un interne de médecine légale qui vient en hors filière dans notre service quasiment tous les semestres. On a évidemment une évaluation clinique, ce qui est pour nous le plus important, systémique, et aussi une évaluation standardisée avec des échelles de dépistage. Ce qu'on demande aux internes, c'est de pouvoir mettre en tout cas des petites échelles qui peuvent faire passer aux patients selon l'âge, donc la YCPC, la CPT-SRI ou la PCL5. Et puis avec la grande question, et c'est ce qu'on demande principalement, c'est en gros, est-ce qu'il y a un TSPT et est-ce qu'il va être possible ou non, ou selon quelles conditions va-t-il être possible de pouvoir mettre en place une thérapie centrée sur le trauma. Et puis une fois que ces patients peuvent être vus en consultation par un thérapeute, un psychologue ou un pédopsychiatre, la question, ça va être pour nous de pouvoir faire effectivement une évaluation globale, clinique, systémique. Et on a aussi sur le CRP de Lille, alors on n'est plus les seuls maintenant, mais on a monté effectivement un protocole pour pouvoir valider une échelle diagnostique, c'est-à-dire une échelle beaucoup plus complète. Alors pour ceux qui connaissent, il y a la CAPS chez les adultes. Là, c'est un peu l'équivalent. Il y a une CAPS enfant, mais nous, on a choisi délibérément de ne pas prendre la CAPS enfant et de choisir les échelles de la UCLA, qui sont des grosses échelles diagnostiques, très précises, avec notamment toute un historique des événements traumatiques vécus durant la vie de l'enfant, ce qui est assez intéressant parce que ça nous permet souvent de détecter si oui ou non il y a eu d'autres traumas, ce qui est très fréquent. On a beaucoup d'enfants qui viennent pour des traumas type AVP, accident de vélo, morsure de chien, donc des choses assez pas bénigne, mais en tout cas, voilà, qui a priori expose plutôt à un TSPT, on va dire, assez isolé. Et en fait, on se rend compte qu'il y a eu des violences, il y a eu des choses comme ça qui ont été vécues plus précocement. Donc, c'est assez important. Et puis, c'est un vrai outil de travail auprès des parents. Tu disais tout à l'heure, Arnaud, effectivement, que la recherche permet aussi d'augmenter l'alliance. Grâce à ces échelles-là, ça permet effectivement de faire tout un travail de psychoéducation aussi avec les parents. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer le protocole, mais on s'en fiche un petit peu, c'est pas ça le propos. Et puis pour vous montrer qu'on a 2 petites tablettes. Alors ça c'est aussi un truc, on a mis beaucoup de temps à les avoir, les tablettes. On a des tablettes pour pouvoir numériser ce protocole et pour pouvoir faire passer en même temps les échelles aux parents qui est dans la salle d'attente et à l'enfant qui est dans le bureau avec nous. Donc voilà, donc là on a d'autres centres qui sont intégrés au protocole, notamment Strasbourg. Voilà un petit peu pour ce qui est des évaluations. Pour la question des prises en charge, ce que les recommandations disent, alors moi je me suis basé sur les recommandations de l'ISTSS, qui sont quand même les plus représentatives, et puis en l'occurrence il y a eu des recommandations australiennes qui sont sorties en 2021 et qui reprennent finalement les recommandations de l'ISTSS, plus un ensemble de publications qui sont sorties jusqu'en juin 2019, qui ont permis de compléter les recommandations de prise en charge. Attention, quand on va parler de prise en charge là, on parle de prise en charge du TSPT, c'est-à-dire du trouble de stress post-traumatique chez l'enfant. Il est évident qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on reçoit
qui ne présentent pas qu'un TSPT, notamment dans les traumas développementaux, on en parlera un petit peu à la fin. C'est du TSPT plus plein de comorbidités. Donc évidemment, il va falloir aussi prendre en charge les comorbidités. Ce dont là je vais vous parler, c'est effectivement des choses un petit peu plus spécifiques autour du TSPT chez l'enfant. Ces recommandations, elles disent quoi? Alors déjà, il y a des recommandations, donc ça, ce qui est plutôt pas mal, parce qu'on a tendance à penser qu'effectivement, chez les enfants, on fait comme on veut, on fait comme on peut, et puis chacun y va un petit peu de sa sauce. On en discutait un petit peu hier, et je pense que l'intérêt de construire un réseau, d'avoir aussi des villes et des personnes comme Arnaud qui vont promouvoir la recherche, c'est aussi de pouvoir faire des choses qui ont du sens, des choses qui sont validées, des choses qui sont efficientes. Et donc, je pense qu'en pédopsychiatrie, notamment, c'est ce qu'on recherche beaucoup, parce qu'on n'a pas forcément toujours une belle réputation, je trouve, dans la question d'être des professionnels qui font attention à avoir des thérapies validées scientifiquement. Ce que les recommandations disent, alors il y a des recommandations, vous voyez, sur l'aigu, c'est-à-dire sur les prises en charge, on va dire, précoces, avec même maintenant des programmes de prise en charge post-immédiate, c'est-à-dire dans le premier mois après l'exposition à un événement traumatique, dont le protocole un peu phare qui sort de ça, c'est, alors je ne sais plus ce qu'il veut dire, s'il est là, du coup, le CFTSI. Voilà, je ne vais pas trop focaliser là-dessus. L'idée quand même de ce protocole, c'est de se dire que le plus gros facteur sur lequel il va falloir agir les deux plus gros facteurs sur lesquels il va falloir agir lorsqu'on reçoit des enfants qui sont victimes d'un événement traumatique, ça va être améliorer la qualité du soutien familial et social, promouvoir effectivement un soutien émotionnel actif de la part des figures d'attachement ou des personnes qui s'occupent de l'enfant. Ça va être le meilleur facteur de protection, et puis de pouvoir aussi faire en sorte que l'enfant développe de meilleures stratégies de coping par la suite. Souvent, ils en développent des mauvaises dans les suites des événements traumatiques. Et puis du côté du trauma constitué, c'est-à-dire vraiment quand on est sur un trouble de stress post-traumatique, ce qui ressort un petit peu de tout ça, c'est que les deux thérapies, comme chez l'adulte finalement, qui sont recommandées, qui ont fait leurs preuves, ça ne veut pas dire que les autres approches n'ont aucune efficacité, mais en tout cas, celles qui ont montré le plus d'efficacité sont les thérapies cognitivo-comportementales centrées sur le trauma, donc les thérapies d'exposition, et puis aussi le MDR. Alors, ils ont tendance à mettre effectivement d'abord les TCC centrés sur le trauma, puis le MDR. Nous, dans notre pratique, alors moi, je suis formé à l'EMDR je suis le seul à être formé à l'EMDR du côté enfant sur le CRP de Lille. Je ne vais pas vraiment réfléchir comme ça. Je vais réfléchir surtout en termes d'accessibilité et de possibilité pour l'enfant de pouvoir faire une thérapie d'exposition. On a des fois des enfants qui sont tellement dans l'évitement, ou alors des gamins pour lesquels la question du langage va être compliquée, ou des fois d'enfants qui n'ont pas de langage ou très peu de langage. Et dans ce cas-là, on va plutôt préférer le MDR. Et puis, ça nous arrive effectivement de mixer aussi un petit peu les deux approches. Donc, on suit les recommandations, et on fait aussi un petit peu des fois à notre sauce quand même, en essayant de rester quand même dans les clous. Voilà. La question du traitement, vous voyez qu'en fait, la question du traitement, elle est indiquée uniquement effectivement quand on a une dépression sous-jacente, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment spécifique du psychotrauma. Finalement, les protocoles on est amené à utiliser au CRP de Lille, c'est les protocoles d'exposition. Alors, il se trouve que les protocoles d'exposition, je vous en parlerai après. Le MDR, alors effectivement, le MDR, il y a des protocoles spécifiques enfants depuis le plus jeune âge. On a des protocoles. Alors, le MDR, c'est pour ceux qui connaissent, effectivement, c'est très carré. Donc, il y a des protocoles selon les âges. Là, c'est pareil. Quand on avance un peu en EMDR, on se rend compte qu'on peut adapter aussi les protocoles qu'on a. Mais il y a des protocoles, effectivement, qui existent chez les tout petits jusqu'à l'âge adulte. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir mettre en place les différents protocoles selon les âges et de pouvoir utiliser le MDR à n'importe quel âge avec les enfants et avec les parents. La thérapie chimiofacilitée ou les thérapies de reconsolidation qui, donc, pour l'instant, n'ont de validation ou sont possibles qu'à partir de 16 ans. Donc, c'est les thérapies d'exposition, enfin, ce n'est pas vraiment les thérapies d'exposition, c'est les thérapies où on adjoint du propranolol, de l'avlocardil aux patients pour pouvoir les traiter. Il y a un protocole qui est en suspens actuellement sur Toulouse pour les plus jeunes. Donc là, pour l'instant, on attend un petit peu de voir. Les thérapies d'exposition narrative, qui sont des thérapies effectivement dans les traumas plutôt répétés, où les histoires de vie sont marquées par le trauma, et donc du coup on va pouvoir reprendre l'histoire de vie des patients avec des fils de vie de patients. On ne va pas juste prendre un événement traumatique, on va reprendre toute leur histoire de vie dans lequel on va intégrer les différents traumas, les différents événements traumatiques, et on va pouvoir travailler sur l'ensemble de la vie du patient et non pas uniquement sur les événements traumatiques. Et puis les thérapies psychocorporelles centrées sur le trauma. Alors ça, j'en dis quand même juste un petit mot, parce que c'est assez spécifique de Lille, dans le sens où la psychomotricienne que nous avons sur le CRP, on a voulu absolument qu'elle puisse développer des thérapies centrées sur le trauma. C'est-à-dire
Alors, je ne sais pas s'il y a des psychomotes dans la salle, mais la psychomotricité, on a un peu l'habitude, en tout cas en France, je ne sais pas dans d'autres pays comment on sait, mais voilà, d'être sur une approche assez globale, des approches centrées sur la conscience corporelle, centrées sur le schéma corporel, sur la relaxation, sur des choses comme ça. Elle, ce n'est pas du tout ce qu'elle fait, ce n'est pas du tout le propos. Alors, elle va le faire quand il y en a besoin, mais ce n'est pas du tout le propos. Elle va faire des thérapies, l'équivalent des thérapies d'exposition finalement, mais centrées sur le trauma, c'est-à-dire par exemple, on se rend compte pour aller rapidement que beaucoup de traumas laissent des marques, laissent des empreintes corporelles, et elle va aller travailler sur ces empreintes corporelles avec un matériel que maintenant on a un peu démocratisé au CRP, on a tous notre balle à picot dans tous les bureaux, et donc du coup on a appris à faire des scans corporels, c'est-à-dire à repérer sur le corps s'il y avait effectivement des zones par exemple qui étaient hypoesthésiées, anesthésiées, hyperesthésiées, pour pouvoir travailler dessus. Je n'ai pas le temps évidemment de vous raconter plus que ça, pour ça il faudra l'inviter un jour si vous voulez, mais du coup voilà. Les traitements, je vous parle intentionnellement aujourd'hui que des protocoles qui sont validés. Évidemment, je pourrais vous parler des prises en charge d'une façon globale, comment on les fait, mais je ne vais pas en avoir le temps. Les protocoles sur lesquels on s'appuie pour les protocoles d'exposition, c'est les 3 protocoles qu'on a. Donc, vous voyez que ça couvre plutôt l'ensemble, enfin un petit peu tous les âges, sachant que le premier, celui pour les 3-7 ans, c'est un protocole qui est actuellement dans les mains de l'équipe de Nice, qui l'a traduit, et il y a un PHRC qui est monté, enfin qui a été accepté pour pouvoir valider la traduction française de ce protocole. Sachant que nous, du coup, on l'a quand même pris, on a quand même traduit un peu pour voir quels étaient les outils qu'on pouvait utiliser chez l'enfant. Et puis, à partir de 14 ans, on peut utiliser les protocoles d'adultes. On en parlait ce matin. Ça, c'est pour les protocoles d'exposition. L'idée des protocoles d'exposition, comme vous voyez, c'est que déjà là, on peut se dire, ah oui, en fait, ce n'est pas qu'un travail centré sur le trauma, c'est-à-dire que le protocole d'exposition prévoit un ensemble d'outils. Je pense qu'il faut le voir comme ça, c'est que c'est un protocole, certes, mais qu'en fait, à l'intérieur, et c'est nous ce qu'on a fait, et je vous en parlerai un petit peu après, c'est qu'on a sorti un petit peu tous les items qu'il y a là-dedans, et qu'ensuite, on fait notre sauce un petit peu avec tous ces éléments-là pour que cliniquement, ça ait du sens. Parce que si vous respectez le protocole à la lettre, dans l'ordre, ça devient assez vite déshumanisé et finalement beaucoup trop général et peu spécifique de l'enfant que vous avez en face de vous. Donc, du coup, il vaut mieux le voir effectivement en termes de c'est quoi les différents items. Donc, des items de psychoéducation, un travail sur les habiletés parentales, des travails aussi de gestion émotionnelle et de relaxation, et des habiletés de traitement et de coping. Il y a aussi effectivement, voilà, il y a un point qui est quand même très important, c'est surtout la question parentale, c'est-à-dire que les parents sont vraiment complètement intégrés dans la prise en charge dès le début et à chaque étape, finalement, dans la psychoéducation, dans les habiletés parentales, ça va être hyper important. Et puis ensuite, il y a un travail qui est plus centré sur le trauma avec l'écriture du script traumatique. Alors ça, c'est le protocole qui le dit. Nous, on va utiliser beaucoup d'autres, on peut utiliser d'autres supports. Je vous en parlerai un petit peu après. L'exposition en imagination, on fait aussi de la restructuration cognitive avec les enfants, de l'exposition in vivo. Vous voyez que c'est un petit peu, pour ceux qui connaissent un peu le protocole adulte, c'était un peu évoqué ce matin, mais c'est globalement quand même les mêmes items, mais avec des adaptations liées à l'âge et puis une prudence probablement sur la question de la vitesse à laquelle on arrive à l'exposition chez les enfants, puisque du coup, ils vont avoir une régulation des émotions qui va être un peu plus compliquée et que du coup, il va falloir prendre le temps avec eux qu'ils aient bien de bonnes stratégies de coping, qu'ils aient une bonne régulation émotionnelle avant de pouvoir effectivement les exposer en imagination sur ce qui se passe. L'exposition en imagination pouvant se faire en fonction de l'âge avec ou sans les parents. Donc voilà, donc après évidemment il va y avoir d'autres choses qu'on va rajouter, c'est-à-dire le travail sur la dissociation et puis la façon de narrer, je crois que j'en dirai un petit mot tout à l'heure. Donc ça c'est pour les protocoles, un petit peu le protocole de prise en charge d'exposition. Je ne vous expose pas ce qu'on fait effectivement, j'ai pas le temps en plus de vous parler de comment fonctionne le MDR, comment fonctionne la thérapie psychocorporelle, comment fonctionnent les autres types de thérapies. Je vais surtout vous parler effectivement de la thérapie d'exposition. Pourquoi ? Parce que finalement, quand vous reprenez le protocole de thérapie d'exposition, ce que je vous disais, c'est qu'à l'intérieur, vous avez plein d'items. Et qu'en reprenant tous ces items-là et ensuite en les organisant comme vous avez envie de les organiser parce que cliniquement, ça a du sens pour vous, finalement, vous pouvez prendre en charge une grande majorité des patients. À ça, vous allez rajouter effectivement plein de choses qui vont être des fois beaucoup plus importantes, comme la régulation des émotions, des stratégies de coping. Ça va peut-être être pour les traumas un petit peu plus complexes, dans lesquels effectivement la symptomatologie ne se limite pas au TSPT, mais finalement, globalement, on est toujours un petit peu dans la même idée et avec les mêmes outils.
Donc là, je vous en ai mis quelques-uns et je vous en montre un petit peu quelques-uns. Chez l'enfant, effectivement, la question du dessin. Alors moi, j'utilise beaucoup plus le dessin que le jeu, mais ça, c'est une question de préférence personnelle. De voir un petit peu qu'on a pu développer aussi que le dessin pouvait être utilisé dans différents buts, et notamment dans un but d'évaluation. Moi, ce dont je me suis rendu compte avec les enfants, c'est que, et notamment à Nice, moi, j'étais intervenu sur quelques jours après, 4 jours après, je crois, l'attentat. Et du coup, en fait, en faisant du dessin avec les enfants, on s'était rendu compte que moi, je m'étais rendu compte, et je m'en suis rendu compte après, qu'il y avait beaucoup de caractéristiques dans le dessin qui pouvaient nous faire suspecter un certain nombre de symptômes psychotraumatiques qui ne pouvaient pas forcément être verbalisables pour l'enfant, mais les syndromes de répétition, les conduites d'évitement, l'hypertonie neurovégétative. Finalement, vous avez, en tout cas, l'hypothèse qu'on en fait nous, c'est que vous avez des corrélations dans le dessin qui n'est pas un outil diagnostique en soi, mais qui en tout cas peut permettre de suspecter un certain nombre de symptômes. Moi, il y a même des éléments dissociatifs que je recherche dans les dessins. Alors, il faut avoir un petit peu l'œil, mais faut voir plein de dessins et puis se poser la question. Mais en fait, des dessins, par exemple, je ne vous l'ai pas mis là, mais un dessin d'un enfant qui se dessine en souriant lorsque je lui demande de me dessiner la scène où son papa se fait tabasser. Du coup, c'est en questionnant le petit garçon, mais pourquoi toi tu souris sur le dessin? Et il m'explique à ce moment-là, il me dit, je lui dis qu'est-ce qui se passait? C'était le moment où papa criait. Il me dit, mais moi j'avais un petit garçon de 4-5 ans. Il me dit, mais pour moi, c'était pas papa qui criait, c'était un clown qui était en train de rigoler. Ce qui, moi, ça m'a permis à ce moment-là, grâce au dessin, de pouvoir identifier des symptômes dissociatifs chez cet enfant, qui avait amené en plus quelque chose de compliqué, puisque la mère avait vu son gamin sourire et du coup pensait que son gamin était complètement sadique. Ce qui fait que dans les suites de cet événement-là, la maman était dans un truc compliqué avec son gamin où elle lui en voulait. Elle pensait que c'était un sale gosse. Et donc, du coup, on a pu retravailler ça en disant non, son gamin était dissocié et c'est pour ça qu'il souriait. Et en fait, ce qu'a dit le gamin à ce moment-là, c'est que maman, elle souriait aussi. Et que du coup, lui, il ne comprenait pas pourquoi maman souriait. Et donc, bref, on a pu réguler ça un petit peu ensemble. C'était juste pour vous illustrer un petit peu qu'avec le dessin, on peut faire plein de choses. Il ne faut pas en conclure non plus trop vite des choses. Ce n'est pas un outil diagnostique en soi, mais ça peut être une aide au diagnostic. Et puis, une fonction thérapeutique, puisque même dans le protocole d'exposition, quand on va faire de l'exposition, on a l'habitude habituellement du script traumatique. On va faire écrire les gens. Chez les enfants, ce n'est pas forcément possible, ni pour la lecture, ni pour l'écriture. Et donc, du coup, on va pouvoir utiliser le dessin ou le jeu. Moi, chez des plus petits, je vais utiliser le dessin, je vais leur demander de me dessiner la scène traumatique et on va pouvoir travailler dessus et de redessiner des choses comme ça. La psychoéducation, je ne vais pas aller dans le détail, mais ne pas oublier que la psychoéducation, on l'a fait envers les enfants, mais on l'a fait aussi envers les parents, c'est hyper important. Et on va la faire des enfants envers les parents et des parents vers les enfants. C'est-à-dire qu'il faut aussi pouvoir expliquer aux enfants quelles vont être les réactions des parents. Pourquoi les parents réagissent comme ça? S'ils ont eu du trauma, évidemment encore plus, mais pas que. Des fois, ils n'ont pas eu de trauma, mais ils ont des réactions face au trauma de leur enfant qui peut être compliqué, ne serait-ce que parce qu'il y a des distorsions cognitives ou des choses comme ça qui se mettent en place. Et puis d'expliquer aussi bien aux parents quelles vont être les réactions de leur enfant. Alors ça, c'est aussi vrai, effectivement, c'est vrai chez les petits. Puis chez les ados, il ne faut pas oublier qu'ils vont avoir des fois des troubles de la régulation émotionnelle qui vont arriver dans les temps qui suivent, qui vont être particulièrement désagréables et qu'il faut pouvoir aider tout le monde à pouvoir gérer ça. La narration du vécu traumatique, donc je disais, c'est quand même un point un peu central dans la thérapie d'exposition. On ne la fait évidemment que lorsque l'enfant est en sécurité et lorsque l'enfant peut rester dans sa zone de tolérance pour pouvoir le faire. Et cette narration, elle peut se faire par l'enfant lui-même, seul en consultation, mais il faut pouvoir aussi s'adapter et pouvoir des fois se dire, non, là en fait cet enfant, il a besoin de ses parents pour pouvoir faire son récit traumatique, et donc du coup on va garder le parent avec nous, voire des fois le parent va compléter des choses, voire des fois c'est le parent qui va raconter le vécu traumatique ou l'histoire traumatique, en tout cas notamment chez les plus petits, parce que l'enfant ne va pas y arriver. Et dans ce cas-là, c'est un vrai travail, il faut s'adapter, ça ne fait pas partie du protocole, mais il faut pouvoir s'adapter effectivement, en tout cas cliniquement, moi je trouve que c'est pertinent. Je vous ai mis un petit peu les raisons pour lesquelles il faut faire attention que la narration elle ne soit pas exactement comme à l'âge adulte, qu'elle soit guidée, c'est-à-dire on va vraiment accompagner les enfants, on va leur poser des questions, on va leur fournir aussi des hypothèses, avec toute la question effectivement de faire attention, de ne pas être dans quelque chose de la suggestion de ce qu'on va dire, mais des fois de pouvoir les aider en tout cas à identifier par exemple des émotions. Les émotions, c'est très dur à identifier après un trauma, et donc du coup d'avoir ne serait-ce qu'une planche à émotions. Nous, on a une planche avec 6 émotions, la colère, la tristesse, la peur, la fatigue, je ne sais plus lequel, et la dissociation. On a aussi le petit bonhomme qui a la bouche plate. Je vous conseille de l'avoir sur vos planches si jamais vous évaluez des enfants, parce qu'en fait, le petit smiley de la dissociation, il le repère très vite et il le repère très bien. Et c'est souvent très, très instructif. Mais voilà, il faut les aider, parce que tout seuls, ils vont être complètement démunis et on risque de les mettre dans une détresse supplémentaire qui va faire que ça va être compliqué. Tout en faisant attention,
effectivement de ne pas induire des choses et de bien laisser on en parlait tout à l'heure à midi, c'est une précaution qu'on doit effectivement prendre. Donc je me fais aussi le porte-parole de cette vigilance à avoir puisqu'on en parlait tout à l'heure. La question aussi des conduites d'évitement qui peut être massive chez les enfants et qui est souvent un truc compliqué pour les thérapeutes ou pour les parents, c'est qu'on a tendance à se dire faut peut-être pas forcer les enfants à parler de ça parce que ça risque de les retraumatiser, ça risque d'être trop compliqué pour eux. Je pense que ça, c'est très vrai chez les parents, chez les adultes, mais c'est aussi vrai du côté des thérapeutes ou des professionnels qui bossent avec les enfants. C'est le côté d'avoir peur des fois d'aller un peu questionner l'enfant sur son vécu traumatique, sur ce qu'il a vécu. Alors évidemment, il faut le faire quand il est dans des conditions de sécurité, pas n'importe quand, pas n'importe comment, pas par n'importe qui non plus, mais que il faut pouvoir repérer les conduites d'évitement. Et les conduites d'évitement, je vous ai mis quelques explications, de la plus massive, c'est-à-dire le refus de venir en consultation, jusqu'à quelque chose d'un un peu plus subtil, comme par exemple d'éviter des moments compliqués du récit traumatique. Et donc, du coup, l'attitude qu'on peut avoir effectivement en face de ça, entre la sécurisation d'un côté et le recadrage de l'autre, le recadrage dans le sens de ramener l'enfant en lui disant non, c'est important qu'on puisse parler de ça et qu'on puisse aller un petit peu, qu'on puisse parler de ce moment-là. Les éléments de restructuration cognitive, comme chez l'adulte, c'est des éléments qu'on va beaucoup utiliser, qui sont très, très opérants chez les enfants. Il va falloir développer. Alors là, il faut trouver plein de techniques. Alors ça, je vous invite à discuter avec des gens qui savent le faire ou d'aller voir dans des bouquins un petit peu quelles sont comment on peut restructurer cognitivement les choses avec les enfants. Il faut trouver des idées. Moi, la dernière qui m'est venue en date, je l'ai trouvée j'étais quand même un peu fier de moi. C'était un enfant qui, lorsqu'elle voyait son père, il y avait violence conjugale, violence intrafamiliale, et le père était donc du coup avait perdu l'autorité parentale, n'était plus censé les approcher, mais menaçait quand même toujours de le faire. Et en fait, cette petite fille, elle repérait dans la rue, quand elle croisait des hommes, alors en l'occurrence, son père était black, et dès qu'elle repérait un homme black dans la rue, et ben en fait, elle avait peur tout de suite. Et je lui demande à ce moment-là ce qu'elle fait quand elle repère un homme black dans la rue. Il y en avait un en particulier qui était le père d'une copine à elle qui du coup réveillait chez elle. Elle avait l'impression de revoir son père et donc du coup, elle avait très peur. Et elle me disait, quand elle le voyait, elle baissait le regard et elle marchait vite. Et je lui ai dit, du coup, peut-être que ce que tu pourrais faire, c'est de t'arrêter dans la rue et de prendre le temps de regarder ce monsieur, et à ce moment-là, de pouvoir faire un jeu d'essais de différence, c'est-à-dire d'essayer de trouver c'est quoi les différences entre ce monsieur que je vois là et la différence que je trouve avec mon père, et de pouvoir comme ça diminuer un peu cette surgénéralisation que cette petite fille avait pu mettre en place, des choses comme ça. Donc ça, c'est important de pouvoir faire. Là, je vous cite un exemple, il y en a 15 000 autres sur plein d'autres types de distorsions cognitives qui peuvent se mettre en place. Mais ça va être hyper important. Il faut trouver effectivement des choses qui sont adaptées à l'âge. Et le principe d'exposition systémique dont je vous parlais tout à l'heure, moi, il me paraît essentiel parce qu'il faut, à mon sens, que les enfants, et pas que à mon sens d'ailleurs, au sens d'autres personnes, que les parents aient accès au vécu traumatique de leur enfant. Ça va être dur, c'est évident. Ça va leur éviter déjà de fantasmer des choses, et puis surtout, ça va leur permettre d'être des bons, d'avoir une meilleure qualité du soutien émotionnel envers leur enfant. Ça va permettre d'éviter l'évitement aussi, c'est-à-dire que les parents ont tendance à favoriser l'évitement de leur enfant. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'il souffre. Un enfant qui souffre, c'est insupportable. Et donc, du coup, on va avoir tendance à favoriser des conduites d'évitement. Et donc, du coup, ça faut faire attention. Et donc, du coup, en exposant un petit peu les parents au vécu de leur enfant et en le travaillant avec eux, souvent, on diminue quand même cet évitement. Et puis, ça permet effectivement à l'enfant de pouvoir se dire qu'il ne peut pas aller parler à ses parents s'il a des flashs, s'il a des choses qui sont compliquées. La thérapeutique médicamenteuse, je n'en parle pas, mais bon, globalement, à part la Tarax et l'Alpress, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la main. Le trauma développemental, juste avoir en tête, alors je n'ai pas le temps d'en parler beaucoup du trauma développemental, mais que effectivement la particularité, c'est qu'on est face à des enfants qui certes ont un trouble de stress post-traumatique, mais qui ont aussi beaucoup de comorbidités, souvent qui sont associées, des troubles du comportement alimentaire, des troubles somatiques, dépression, idées suicidaires, troubles de la régulation des émotions, troubles du comportement, des choses comme ça, et puis des altérations de la trajectoire développementale. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, Arnaud, c'est que même sur des événements effectivement uniques, avec des gamins qui vont venir consulter au bout de 6 ans, le fait qu'il n'y ait pas eu de soins pendant tout ce temps-là fait qu'il y a un TSPT et qu'en plus ce TSPT a désorganisé complètement le développement de ces enfants. Et ça, c'est absolument catastrophique. Et à mon sens, et je rejoins complètement Julie dans ce que tu disais tout à l'heure en disant, finalement, c'est
C'est bien beau le TSPT, ça c'est une bonne chose. Et là, ce que je vous présente, c'est la thérapie d'exposition, c'est traiter le trauma, mais il y a effectivement traiter tout le reste. Et dans ces traumas développementaux, on ne va pas s'amuser à traiter que le trauma. On va parler du trauma, ça c'est important, on va le traiter aussi, mais il y a aussi tout le reste. Et il va falloir effectivement être très vigilant à la question du développement de l'enfant. Alors, avec cette grande question, et ces petites diapos-là, c'est juste pour vous dire ça, puis après, j'en aurai presque terminé. C'est juste de se dire comment on fait, parce que du coup, c'est bien beau, on traite le trauma, on traite le reste, mais dans quel ordre, comment on fait? Moi, l'image que j'emploie souvent, alors c'est aussi parce qu'on a beaucoup de professionnels qui nous disent bah oui, mais puisque le trauma, c'est la source de sa désorganisation, c'est la source de son trouble du développement, bah, du coup, si on traite le trauma, ça va aller mieux. Alors en fait, l'idée, c'est pas tout à fait ça. Ça, c'est pour vous l'illustrer. Ça, c'est un petit garçon ou une petite fille qui fonctionne bien. C'est-à-dire que sa maison, ça lui représente lui, sa personnalité, sa construction interne, ça fonctionne plutôt bien. Je ne suis pas très bon en BTP, mais globalement, ce que je peux en dire, c'est que les fondations sont solides, les murs sont épais, le système électrique est efficient, la plomberie est moderne. Bref, on a un truc qui fonctionne plutôt bien et qui est plutôt sécure. Le problème, c'est que dans les traumas développementaux, les enfants qu'on voit, c'est ça. C'est-à-dire que globalement, c'est des enfants qui traitent précocement, souvent, le plus souvent, ont eu effectivement des atteintes, un développement qui n'a pas pu se faire de façon harmonieuse et qui en plus a été impacté avec des fondations instables, des murs fins, un système électrique usé et dangereux et une plomberie défectueuse. La question, c'est imaginez que si là-dedans vous avez des petites bombes, moi je me le représente comme ça, les bombes c'est les traumas, c'est les TSPT, les éléments de TSPT. Généralement ils sont multiples parce que vous avez des maltraitances, des choses comme ça qui sont ou des violences conjugales ou autres. Moi, personnellement, si je dois aller en tant que psychotraumatologue, aller déminer des petites bombes qui sont au premier étage, moi, je ne rentre pas dans cette maison. Je ne rentre pas dans cette maison et en plus de ça, le jeune ne va pas me laisser dans cette maison parce que ce qu'il craint, lui, c'est que si je rentre dans la maison, je fasse tout péter. C'est-à-dire que quand je vais désamorcer une bombe, le risque, c'est qu'effectivement, elle va un petit peu exploser ou ça va être un peu bazar, et ben, je fasse effondrer toute la maison. Non seulement je vais faire effondrer toute la maison, mais en plus de ça, je vais complètement éclater tous les petits démineurs. Les petits démineurs, là, alors souvent, certains me disent c'est le psychotraumatologue. Je dis non, en fait, ça, c'est tous les petits outils du patient qu'il a à l'intérieur de lui et que moi, en tant que psychotraumatologue, je viens activer chez lui pour qu'il puisse justement se guérir et aller soigner son trauma et aller guérir son trauma. Ben, ces petits démineurs-là, ils vont aussi mourir à l'intérieur de cette maison qui va s'effondrer. Donc, vous avez un jeune qui va complètement s'effondrer, qui va perdre un sentiment de compétence personnelle, un peu une perte de confiance envers le thérapeute et qui, en plus de ça, va perdre confiance dans ses stratégies de coping et qui, donc, du coup, va aller beaucoup plus mal. Et donc, la question, pour nous, c'est surtout de se dire, attaquer le trauma, attaquer vraiment le trauma, c'est-à-dire traiter le trauma, ok, mais à condition que la maison dans laquelle on va rentrer puisse permettre ce travail sur le trauma. Et qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il va falloir d'abord, chez ces patients-là, qui ont une atteinte sur le plan développemental, atteinte développementale ou une symptomatologie clinique qui est très compliquée, pouvoir renforcer un petit peu cette maison pour pouvoir permettre effectivement aux démineurs de pouvoir rentrer à l'intérieur et de pouvoir désamorcer les bombes. Alors certes, ça va mettre un petit peu de bazar, probablement un petit peu plus que chez un autre patient, mais n'empêche que vous aurez sécurisé les choses. Alors de façon très classique, à une époque, on avait tendance à dire, bah, du coup, ce travail global là autour de la maison, c'est ce que je mets d'ailleurs sur ce schéma-là et j'ai enlevé une autre diapo, c'est la question de, il va falloir, on disait avant, bah, ça c'est au CMP de le faire. Hein, le travail sur la maison, c'est un travail très global que moi j'appelle décentré sur l'individu. Ça va être le travail du CMP. Et puis nous, au CRP, c'est le travail vraiment centré sur le trauma. Alors, on essaye d'aller un petit peu plus loin que ça et de voir un petit peu comment on peut faire un petit peu autrement ou en parallèle. Parce qu'évidemment, si on suit au CRP tous les patients qui ont subi des traumatismes multiples dans leur enfance, autant vous dire qu'on va suivre la terre entière, qu'en plus de ça, ça va être des suivis qui vont très longs et que globalement, on ne pourra plus prendre personne en charge. Et que donc, du coup, au CRP, il faut quand même qu'on garde une spécificité de travail centré sur le trauma. Mais on peut s'articuler effectivement avec les CMP ou avec les psy libéraux, avec aussi évidemment d'autres partenaires comme l'aide sociale à l'enfance, la PJJ et d'autres, les associations d'aide aux victimes, pour pouvoir quand même accompagner ce travail-là, même si on ne va pas être au centre de la prise en charge pendant un temps parce qu'on ne peut pas faire ce travail centré sur le trauma. En tout cas, moi, la façon d'envisager les soins chez ces patients et ce que je pose un petit peu sur le CRP, c'est que toutes ces conditions-là puissent être réunies. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'un enfant soit dans une sécurité physique qui est très claire. L'autre chose, c'est qu'il faut qu'il soit dans une sécurité psychique qui est très claire. Une maman, par exemple, moi que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, dont le mari, donc le père de l'enfant, était incarcéré suite à des violences conjugales massives, avec une maman qui avait été poignardée à la fin, ça avait fini comme ça. Une maman qui, en fait, donc le mari, le papa était incarcéré, il avait perdu les droits parentaux, il était incarcéré pour plusieurs années. Cette maman vivait à la maison avec une valise et elle était maintenant en couple avec un nouveau compagnon et elle disait très clairement qu'elle était prête à partir à n'importe quel moment et qu'en fait, il pouvait sortir et qu'elle savait qu'il allait sortir. Et que du coup, il n'y avait rien dans la réalité qui permettait de penser ça, mais elle disait un jour,
Sauf que un jour, pour elle, c'était demain. C'est-à-dire que très clairement, la façon dont elle le disait, c'est qu'il pouvait venir à chaque moment. Et elle disait à son compagnon, tu sais très bien que le jour où ce sera le cas, je pars avec mon fils et tu ne me reverras plus. Ça, c'était présent en permanence toute la journée. On n'est pas chez un enfant qui, du coup, est dans une sécurité psychique à ce moment-là, puisque cet enfant avait peur en permanence que son père revienne toute la journée. Et donc, en fait, nous, quand on l'a évalué, alors il se trouve en plus que c'était un gamin qui avait un trouble du neurodéveloppement, alors un truc un peu difficile à étiqueter, mais en tout cas un gros trouble développemental avec un accès au langage qui était très compliqué, un gamin pourtant de 10 ans, mais qui avait un langage éventuellement d'un gamin de 2 ans. C'était très compliqué. Et du coup, la seule chose qui le préoccupait pendant l'entretien, c'était la question de son père en prison ou son père pas en prison. Il n'arrêtait pas de nous demander si son papa était en prison. Donc, en fait, on a compris. Alors, c'est ça qui nous a fait poser la question à la mère. On s'est rendu compte que la mère était très insécure. Une fois que ces deux principes-là vont être respectés, à mon sens en tout cas, je pense qu'on est plusieurs à le partager, on va pouvoir mettre en place effectivement des soins. Alors là, après, ça dépend, on n'est pas obligé de le mettre dans cet ordre-là, ça peut être des soins qui se mettent ensemble, ça peut être des soins qui se mettent dans l'autre sens, mais qu'en tout cas, il va falloir pouvoir se poser la question de comment on met les soins que j'appelle décentrés sur l'individu, des soins, on va dire, globaux, c'est-à-dire la maison, finalement, comment on va l'articuler, avec des soins plus centrés sur le trauma, quelle que soit la modalité de soins centrés sur le trauma, que ce soit de l'EMDR, que ce soit une TCC d'exposition, que ce soit du psychocorporel, enfin bon, tout ce que vous voulez. Une dernière diapo, juste pour vous dire un petit peu les projets qu'on a sur le CRP Hauts-de-France. Alors, des projets qui sont parfois partagés, puisque dans les projets que vous voyez, par exemple, mon carnet de route, c'est un projet qu'on partage avec Julie et qu'on monte ensemble sur un carnet de consultation qui permettrait d'aider un petit peu les thérapeutes et les enfants à pouvoir appréhender la thérapie d'exposition, appréhender leur trauma et pouvoir en faire aussi un outil de recherche, puisqu'on voudrait essayer d'avoir une grosse cohorte de dessins d'enfants d'évaluation pour pouvoir savoir si on peut détecter un petit peu des choses un petit peu communes, quand je vous en parlais tout à l'heure, qui permettraient d'avoir une meilleure appréhension clinique de certains enfants qui, des fois, parlent peu ou parlent peu de leurs symptômes. Participation des projets de recherche. On a la validation de la CATS, donc ça, c'est avec Lyon, avec Pauline, qui est un outil donc, de dépistage général, mais sur la question du psychotrauma, sur la question du TSPT de l'enfant. On essaye de monter de plus en plus des co-consultations dans les violences conjugales, puisqu'on travaille beaucoup sur les violences conjugales au CRP de Lille, que ce soit du côté mineur ou du côté majeur, avec aussi un gros questionnement autour de la question des violences dans les couples de mineurs, qu'on repère de plus en plus, alors qui ne sont pas plus nombreuses à mon avis, mais qui sont, en tout cas j'en sais rien, mais qu'en tout cas on apprend à repérer. Et puis deux projets qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est le projet Psyvim, qui est l'idée de monter un dispositif pour pouvoir prendre en charge. Alors, par exemple, c'est un peu le pendant psy de l'UAPED, mais nous, on n'a pas eu de financement pour la psy sur l'UAPED, de pouvoir, moi, je suis un peu frustré, en fait, aux urgences, notamment, de pouvoir, de voir plein d'enfants qui sont victimes ou qui ont été victimes de violences intrafamiliales et conjugales. On en a beaucoup, il en existe beaucoup. Et qu'en fait, quand on les voit une fois aux urgences, on leur dit d'aller au CMP, on leur dit de contacter une association d'aide aux victimes. En fait, ils ne peuvent pas y aller, c'est trop compliqué, ce n'est pas le moment, c'est des situations précaires, psychiquement, dangereuses, et donc, du coup, ils ne peuvent pas le faire. Et donc, du coup, moi, mon idée, c'était de me dire, j'aimerais bien en fait qu'on puisse mettre, quand on met la main sur ces patients, que ce soit dans un service de pédiatrie, aux urgences pédopsie, à l'UMJ, c'est de les garder sous la main tout de suite, de les évaluer correctement, de pouvoir avoir aussi un juriste et une assistante sociale avec nous et de pouvoir commencer une prise en charge maintenant et puis de faire en sorte qu'ensuite on puisse les réorienter sur des associations extérieures, sur des CMP, sur des libéraux, mais une fois que les choses sont vraiment bien ancrées pour ces patients. C'est-à-dire de leur donner une chance finalement, une vraie chance d'avoir un suivi pédopsie et d'avoir aussi un parcours juridique qui tienne la route. Et l'autre sujet qu'on aimerait développer, là on est en plein appel à projet, c'est un hôpital de jour, à la fois pour les adultes et à la fois pour les enfants, pour permettre effectivement des fois à des enfants pour lesquels une consultation d'1 heure, moi je trouve que c'est un peu limite, c'est un peu compliqué, on aurait besoin de plus de temps, mais aussi pour des enfants fragiles sur des situations un peu complexes, on aurait besoin de les voir un peu plus longtemps. Les prises en charge de fratrie, parce que moi je suis un peu frustré quand je reçois des jeunes qui sont victimes de violences intrafamiliales ou de couple. Quand il y a une fratrie, généralement il n'y en a aucun qui est épargné. Le problème c'est que généralement ce qu'on dit c'est il y en a un on les voit peut-être une fois tous ensemble, mais ensuite il y a un thérapeute qui prend lui, un autre thérapeute qui prend la sœur, un autre thérapeute qui prend le frère, un autre thérapeute qui prend le parent. Et en fait, moi, je trouve que c'est complètement inefficace. Je trouve qu'on n'avance pas. Je trouve qu'on fait de la prise en charge individuelle sur un truc qui a été vécu collectivement, qui a besoin de temps individuel dans la prise en charge, ça me paraît évident. Mais par contre, on ne peut pas, je pense, se passer de prise en charge conjointe de ces familles. Et je pense que d'avoir ces temps-là en hôpital de jour permettrait de faire ceci, de faire ce travail. Aussi dans les débriefings, effectivement, des fois quand on reçoit des familles qui ont vécu
un événement unique. Voilà, j'espère que j'ai respecté le temps. Je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas. Merci de nous montrer aussi que même nous, les pédopsychiatres, on est capable de systématiser et formaliser nos outils, nos approches et nos pratiques. J'avais envie de te poser une petite question sur, de manière plus large, la question de la diffusion des connaissances, parce qu'il me semble qu'on on entend quand même de plus en plus parler de la question du trauma, qu'on entend parler aussi de beaucoup de techniques spécifiques et qui fonctionnent, et combien de meilleurs sur la question du repérage. Mais qu'ensuite, nous, en tout cas dans notre territoire, il y a vite ce vécu, par exemple, chez les collègues de CMP, que en fait, du coup, on ne sait plus faire. Que vu que c'est du trauma et qu'il y a des techniques maintenant hyper précises qui se mettent en place, nous, avec notre bagage de psychopatho général, on ne sait plus faire. Est-ce que tu peux dire un mot de comment vous pensez cette question-là et comment, en fait, c'est hyper important aussi de redire aux collègues qu'on peut avoir des places différenciées et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent rien faire, et aussi qu'en fait, le bagage de psychopatho de départ, il est fondamental en amont que de déployer des techniques, qu'il n'est pas obsolète. Ça a déjà fait un peu la réponse. Mais oui, non, mais c'est une vraie question parce que y a deux choses. Il y a la question, d'une part, souvent qui est compliquée pour les gens, c'est même les collègues de CMP, c'est puisqu'on n'est pas formé à des thérapies centrées sur le trauma, du coup, on ne parle pas du trauma, ce qui est une grosse erreur. On peut parler du trauma avec un patient, on peut évoquer le trauma, on peut parler de l'impact que le trauma a eu sur lui, et il faut. C'est hyper important, même si on ne fait pas une thérapie centrée sur le trauma, même si on n'est pas en train de dégommer le noyau traumatique. C'est hyper important. Ce n'est pas parce que vous ne faites pas un travail d'exposition avec un script traumatique que vous, surtout, vous dites on n'a pas parlé de trauma. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent du coup, on n'a pas abordé le trauma. Je dis mais c'est dramatique parce qu'en fait, vous favorisez les conduites d'évitement. Après, vous pouvez en parler de façon très light du trauma. On peut parler, mais des conséquences que ça a, des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà une chose. C'est déjà d'apprendre aux gens aussi un petit peu de comment on parle du trauma avec des patients. Ça, je pense qu'on peut leur transmettre assez facilement. Et effectivement, il y a la question des places différenciées, de comment on peut travailler ça. Alors, nous, effectivement, je pense que comme on essaye tous d'être très proactifs sur la question des formations, mais on n'est pas assez nombreux. Donc, du coup, là, nous, on a monté des modules de formation à la clinique et à la thérapeutique, notamment des thérapies d'exposition chez l'enfant. Donc, on est en train de commencer à former les CMP de notre département à pouvoir prendre en charge en fait du trauma. Et en fait, l'idée derrière, c'est aussi de leur dire voilà ce que c'est que les prises en charge sur le trauma. Donc, même si vous ne savez pas faire tout de suite, vous savez un petit peu mieux comment on peut faire. Et donc, du coup, vous pouvez appréhender le truc et vous dire que vous avez une place à jouer là-dedans et que ce n'est pas l'un ou l'autre, ça peut être l'un et l'autre, et que vous pouvez, vous, être à même de ça. Alors, avec en plus la mise en place de supervision, donc je ne vous raconte pas en termes de timing, ça va commencer à être un petit peu serré. On est en train de réfléchir comment on peut faire une proposition. Et évidemment, ça ouvre sur quand même un point très, très important qui est dans la question de la formation, de pouvoir diffuser des outils. Ça va être aussi la question, mais ça, tu sais très bien de quoi on parle puisque tu fais partie de ce projet-là. On est en train de monter avec Pauline et Julie et puis nos universitaires. Et puis, du coup, évidemment, on va associer d'autres villes, mais on a fait un peu en urgence un DIU psychotrauma de l'enfant et de l'adolescent pour pouvoir donner des outils de prise en charge aussi aux professionnels de territoire dans la question du trauma et des outils de compréhension. C'est-à-dire que certes, il y a la question de la prise en charge, mais c'est surtout la question de faire comprendre aux gens un petit peu de comment ça fonctionne. Je crois quand même qu'à travers les actions de sensibilisation qu'on fait, on essaye de donner cette compréhension un petit peu de comment on peut quand même prendre en charge du trauma, même si on ne fait pas de thérapie centrée sur le trauma. Merci beaucoup pour ta réponse, Nicolas. Je crois qu'on attend uniquement pour une question. Oui, au fond de la salle. Docteur Panis, qui travaille à l'ASE. Bonjour, Anne Panis, médecin ASE. Je vous remercie pour votre exposé très, qui m'a beaucoup plu. J'ai plein de questions, je vais essayer d'être synthétique, mais je voudrais rebondir sur quelques points. Je vais les... Voilà, donc quid des enfants de l'ASE, quid des enfants non sécurisés, avec du polytraumatisme, des troubles du neurodéveloppement, des troubles du comportement, etc., etc. Comment on les soigne? Comment ils ne disparaissent pas? Quid de la psychoéducation vis-à-vis des éducateurs des MEX, vis-à-vis des assistantes familiales? On n'arrive plus à recruter d'assistants familiaux parce que c'est trop dur maintenant. Les gamins sont trop complexes, c'est trop difficile. On est dans le contexte Covid, on ne veut plus s'embêter avec les problèmes des autres. Donc, trouver des ASFAM, là, on a 20% de défection d'assistants familiaux
Et la principale remarque, c'est les troubles du comportement des enfants. Voilà. Donc après, je rebondis aussi. Quid de la vulgarisation, et vous en avez parlé à la fin, des outils de compréhension. On a beaucoup de psycho, j'ai l'impression, moi je viens pas de l'Alsace, mais il y a une base de psychanalyse qui imprègne un petit peu tout le... Voilà, je suis médecin généraliste de base, je suis pas, mais c'est un peu un avis. Je souhaiterais qu'on puisse s'occuper de ces enfants, trouver des moyens de les soigner, de prendre en compte leur psychotrauma, de changer de paradigme à l'intérieur de l'ASE, c'est compliqué, de mettre de la santé, de mettre autre chose que de la psychanalyse. Je vais être un petit peu caricaturale, mais voilà. Et puis, voilà. Et qu'est-ce que vous pensez aussi du traitement intensif? Vous avez parlé aussi des hôpitaux de jour. Qu'est-ce que vous pensez de la première intervention du docteur Biu sur du traitement intensif pour les enfants? Voilà. C'est beaucoup de questions. Est-ce que j'ai une demi-heure pour répondre? Je vous remercie voilà, mon intérêt, ce serait quand même qu'on prenne en compte le psychotrauma chez les enfants de l'ASE qui sont très peu soignés. Et aussi, on a une grosse problématique, c'est les violences sexuelles. C'est une catastrophe parce que c'est des enfants, on a du mal à poser des mots sur ce qu'ils ont subi et ils deviennent prédateurs ou abuseurs et ils se font stigmatiser et on ne trouve plus de place ni dans les mecs, ni chez les as-femmes, parce que à leur tour, ils sont... voilà. Ouais. Beaucoup de questions. Je me souviens déjà plus de la première, mais c'est pas grave. Je vais essayer d'être un petit peu global dans ma réponse. Alors, je pense que ça passe d'abord par un travail conjoint, c'est-à-dire que je pense qu'on peut pas travailler autour des enfants de l'ASE au sens large du terme, parce que on peut pas travailler si on travaille pas ensemble. C'est-à-dire si on monte pas des groupes de travail entre l'ASE et la psychiatrie. Je pense que ça, enfin la psychiatrie et d'autres évidemment acteurs. Donc, je pense que ça c'est déjà le préalable. La question de travailler, quid de travailler sur le trauma, c'est ce que je vous exposais un petit peu, c'est que beaucoup de ces gamins en fait ont beaucoup de comorbidités et ont beaucoup d'atteintes du développement, notamment sur le plan de la régulation des émotions et régulation du comportement, avec des gamins qui dissocient beaucoup. C'est des gamins qui ont vécu des violences généralement extrêmes quand ils étaient plus jeunes et de façon répétée. Donc c'est des gamins qui ont tendance à dissocier. Donc du coup, vous avez toute une clinique que j'ai évidemment pas le temps de vous exposer, mais toute une clinique de la dissociation particulière chez l'enfant. Les troubles du comportement d'ailleurs rentrent souvent dans ce cadre-là. Et du coup, il faut pouvoir traiter en fait toutes ces choses-là. Et donc en fait, dans un monde idéal, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait de la place dans les CMP, c'est qu'on arrive à travailler, nous, psychotraumatologues, main dans la main avec les CMP, c'est qu'effectivement, on puisse faire en sorte qu'on ait des modèles intégratifs de pensée autour des gamins et qu'il n'y ait aucun courant de pensée qui soit dogmatique et qui prenne le pas sur les autres et qui empêche d'agir. Je suis d'accord avec vous, je ne cite aucun mouvement de pensée. Je pense que c'est un truc auquel on doit être vigilant, quel que soit le repère théorique. Je pense néanmoins que les réponses théoriques sur comment on pourrait faire avec ces jeunes, moi, il y a quelques années, avant de faire du psychotrauma, je ne les voyais pas. Je me disais, je ne comprends pas comment on pourrait les aider, comment on peut faire. Aujourd'hui, maintenant que je fais du psychotrauma, et notamment en tant que CRP, on travaille beaucoup sur la question du trauma développemental et qu'on travaille beaucoup avec beaucoup de partenaires, la PJJ, l'ASE, moi je travaille beaucoup avec eux sur les Hauts-de-France. Et ben du coup, je trouve qu'on commence à apercevoir comment on pourrait faire. La question, c'est la question des moyens, c'est la question du temps, parce que tout ça, c'est des choses qu'on peut modifier, mais qui vont prendre du temps. Donc, même au niveau des violences sexuelles, il y a des choses qu'on peut travailler, qu'on commence à travailler. Nous, on a des groupes de travail. On a un groupe de travail auprès de l'ODPE 59, qui est donc l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, mais qu'on travaille conjointement avec l'ASE et avec des associations d'aide aux victimes, où on est en train de monter des groupes de travail avec des expérimentations aussi dans certains foyers pour pouvoir mettre en place des choses. Alors, c'est des petites choses, hein, mais par exemple, mettre en place des actions, des recherches-actions, par exemple, de pouvoir travailler sur un foyer en disant, bah là, on va mettre en place telle formation pour les éducateurs, pour les aider à faire de la psychoéducation, les former au trauma, à mettre en place de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place et d'évaluer ça, de faire pour le coup de la recherche. Ça peut permettre de tirer des conclusions. Alors, ça ne va pas régler le problème de tous les gamins tout de suite, ça c'est sûr, mais ça va y contribuer. Je pense que malheureusement, la question magique, on ne va pas pouvoir changer ça en 2 secondes. Merci beaucoup Nicolas. Je trouve que ton intervention, elle amène 2 éléments très importants que le psychotrauma amène de manière globale, c'est que le psychotrauma réintroduit la clinique et réintroduit la question des besoins primaires de l'enfant.
Et tout à l'heure, on discutait avec Arnaud sur la question de la société. C'est-à-dire, il y a une espèce de focus en ce moment autour de la psychotraumatologie. Et effectivement, dans nos formations sur le psychotrauma, et tu l'as très bien montré, toutes ces composantes qu'on a chacun ensuite à se réapproprier en fonction de l'enfant. Mais on pourrait dire qu'il y a dans la prise en charge du psychotrauma 2 éléments. Il y a des composantes transversales du psychotrauma, la sécurisation, la stabilisation, la régulation émotionnelle, qui, en tous les cas pour, par exemple, la sécurisation, dépasse la question du soin. La sécurisation d'un enfant, la réponse aux besoins primaires de l'enfant, ça dépasse les soins. C'est une histoire de société. C'est vraiment, on le voit avec les enfants, avec les traumas de guerre ou avec les mineurs non accompagnés. Vous pouvez leur proposer la plus belle psychothérapie de la Terre, les voir tous les jours 3 heures en psychothérapie. Si par ailleurs, ils n'ont pas de logement, si par ailleurs, ils ne sont pas inscrits à l'école, vous n'arriverez à rien. Et moi, j'ai suivi des enfants ou des ados pour lesquels, à partir du moment où ils ont été scolarisés, au bout de 15 jours, la symptomatologie disparaissait. Et le psychotrauma, ça révèle ça. Je trouve que ça réintroduit la clinique et ça réintroduit comment une société répond aux besoins primaires de l'individu. Donc nous, en tant que centre psychotrauma, on est là pour former à des thérapies ciblées et bien sûr, on va former, vous accompagner dans ces formations, mais notre idéal, effectivement, ce sera le jour où on pourra exploser le trauma, tu as un peu cette image de sniper, casser ce noyau traumatique, ce qui est notre boulot, mais peut-être pour tout le reste, pour sécuriser l'enfant et pour accompagner les enfants, on a besoin de la société tout entière, et que chacun prenne sa part par rapport à l'enfant dans la société. Et dans les problèmes de trauma complexe, dans les problèmes d'enfants placés, dans les problèmes d'ados qui passent 10 fois aux urgences, on voit bien que c'est quand on met bout à bout le soin, l'ASE, l'éducation nationale, enfin toute la société, qu'on arrive à aider ces enfants. Donc je crois que ta présentation, elle remet aussi un petit peu chacun à sa place, au-delà d'une utopie magique qu'une thérapie ciblée sur le psychotrauma, une thérapie unique, comme on peut le voir autour de l'utopie de l'EMDR. Le MDR, ça fonctionne très bien. Mais les fois où moi j'ai vu que ça fonctionnait remarquablement bien, c'était quand c'était proposé au bon moment, dans la bonne indication, quand l'enfant était sécurisé, stable dans la relation, qu'on était à un moment où on avait une bonne alliance thérapeutique, on proposait de l'EMDR et en quelques séances, c'était magique. Mais il n'y avait pas que le MDR. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette session pédopsie.